3 moniteurs. Sur celui du milieu, un modèle orbital, un point rouge, une trajectoire qui allait dans la mauvaise direction depuis les 12 dernières heures. Gino travaillait à l'Institut coréen d'astronomie et des sciences spatiales. Cassie, analyste junior, 29 ans. Le travail était ennuyeux. Passer les nuits assis, à regarder des données qui d'habitude ne changeaient pas. D'habitude, il se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Séoul en contrebas, nuit, calme, lumière, voiture. Un vendredi ordinaire, il retourna au moniteur. Astéroïde 2024-KX7. Officiellement, un objet de passage, pas une menace. Un rapport datant de 2 mois. Il y a 2 mois, c'était vrai. Maintenant? Non. Perturbation gravitationnelle de Jupiter. Petite. Imperceptible si on ne regardait pas attentivement. Gino regardait attentivement. Il composa le numéro de son supérieur. 3 sonneries. 4. Allô? Une voix endormie. Park Baksa. Avez-vous regardé les données de 2024-KX7 pour les 6 dernières heures? Gino, il est 3 heures du matin. Les avez-vous regardés? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La trajectoire a changé. Une déviation de 18 degrés. Le nouveau calcul montre un contact avec la surface. Un long silence. Es-tu sûr du calcul? Je l'ai vérifié 4 fois. Où est le contact? Gino regarda l'écran. Antarctique, plateforme orientale. Dans 22 heures, silence au bout du fil, long. Gino, ne dis rien à personne. Pour l'instant, j'appelle le directeur. La connexion fut coupée. Gino se tenait près du moniteur. 22 heures. Antarctique. Il savait ce que cela signifiait. Pas pour l'Antarctique, pour tout. La plateforme de l'Antarctique orientale. 3 km de glace. La plus grande masse de la planète. Si un impact d'une telle force, stop. Pas si, quand. Il ferma le programme, en ouvrit un autre. Prévision du changement climatique. Masse de l'objet, 2,3 gigatonnes. Vitesse, 22 km par seconde. Angle, 34 degrés. Le modèle calcula pendant 12 secondes. Produisit un résultat. Gino le lut. 2 fois, se leva, prit sa veste, ses clés, quitta le bureau. Dans le couloir, personne. 3 heures du matin. Dans l'ascenseur, il regarda son reflet. Pensa à une seule chose. 22 heures avant l'impact, et un peu plus après. Tant qu'il était encore possible de bouger, il devait arriver à temps. Une vieille Kia Pride. Il rentra chez lui en traversant Séoul vide. Réfléchit. Fait 1. Astéroïde 2024-KX7. 2,3 gigatonnes. Ce n'était pas la destruction de la planète. La planète survivrait. Mais un impact dans la plateforme orientale détruirait la structure de la glace. Fissure longue de kilomètres. La glace irait dans l'océan. Résultat, tsunami le long de toutes les côtes. Poussière dans l'atmosphère. Des millions de tonnes de matière. La lumière du soleil est bloquée. La température commence à baisser. Fait 2. Pergélisol. Sibérien. Antarctique. Des couches de glace qui avaient gelé des mammouths, des rhinocéros laineux, des cerfs géants, si rapidement qu'ils avaient été conservés presque entiers. 3 ans plus tôt, un rapport classifié d'une expédition russe dans l'Arctique. Il était arrivé à Gino par hasard, par l'intermédiaire d'un collègue. Échantillon de tissu de mammouth provenant d'une carotte à une profondeur de 60 mètres. Cellules vivantes, pas seulement conservées, métaboliquement actives dans certaines conditions de température. Le rapport fut rapidement fermé. Le collègue fut muté. Jano Lennon s'en souvenait. Fait 3. Température. Poussière dans l'atmosphère. Le soleil disparaît. La température chute. Lentement durant les premières semaines, puis plus vite. Selon son modèle, dans 3 mois, Séoul aurait un -35 stable. Dans 6 mois, -50. Une ère glaciaire. Pas dans 1000 ans. Maintenant. Il arriva chez lui, monta, alluma la lumière. L'appartement. Petit, des livres partout, des cartes au mur, un sac à dos de montagne dans le coin. Il faisait parfois de la randonnée. Il regarda l'appartement. 22 heures avant l'impact, puis plusieurs jours pendant que la civilisation comprend. Puis, panique, chaos, froid. Il a une fenêtre, petite, mais
Il en a une. Il s'assit par terre, sortit un carnet, écrivit en haut « Plan » et commença à écrire, vite, sans s'arrêter, tout ce qu'il savait, survie, physique du froid, biologie, construction. 3 ans de randonnée en montagne, 2 ans de données climatiques, 29 ans de vie, tout sur une page. Il écrivit jusqu'à l'aube. La liste était prête. Pas belle, pratique. Flèche, partie barrée, correction. Priorité 1. Sortir de la ville. Aujourd'hui, avant l'impact. Tant que les routes sont dégagées. 2. Trouver un lieu précis. 3. Provisions, outils. Le lieu, il savait où? 3 ans plus tôt. Une randonnée dans les montagnes de Jirisan. 4 jours. Le deuxième, il s'était légèrement perdu. Était tombé sur une vieille cabane de forestier. Abandonnée depuis environ 20 ans. En bois, solide. Fondation en pierre. Sur une pente de montagne. Protection contre le vent. Forêt autour. Bois de chauffage. Un ruisseau à 50 mètres. Il avait noté les coordonnées à l'époque. Au cas où. Au cas où était arrivé. 8 heures du matin. Il quitta la maison. C'est où? Ordinaire. Les gens allaient au travail. Les cafés ouvraient. Des écoliers. Une vieille femme avec un chariot. Personne ne sait rien. Dans 18 heures, impact. Il entra dans un grand supermarché, méthodiquement, selon la liste. Nourriture, riz, 20 kg. Conserve, 30 boîtes. Thon, haricots, maïs. Sel, 5 kg. Sucre, 3. Huile végétale, 6 litres. Farine, 10 kg. Lait en poudre, médicaments, antibiotiques. Demanda au pharmacien sans ordonnance. On lui en donna une partie. Antidouleur, bandage, iode, antiseptique. Charbon actif, antipyrétique. Outils, hache, acier, long manche. Scie à main, marteau, clous, 3 paquets. Corde, 50 mètres. Mousse expansive, 10 bombes. Silicone, 5 tubes. Ruban de construction, film plastique. Briquet, 20 pièces. Allumettes dans un contenant étanche. Pierre à feu de randonnée. Lampe de poche, 3. Pile, bougie, couteau, 2 chasses, grand. Pierre à aiguiser, vêtements, sous-vêtements thermiques, 3 ensembles. Chaussettes en laine, 10 paires. Gants, 3 paires. Cagoule, masque de ski, sac de couchage en duvet pour moins 40. À la quincaillerie, isolation, laine minérale, panneau de mousse, perceuse sans fil avec 2 batteries. Émail le plus important, un poêle ventru, petit, en acier, avec un tuyau. Celui-ci, dit Gino au vendeur, achèterez-vous le tuyau séparément? 3 mètres. Et des coudes. À la maison. Dernier préparatif. Sac à dos de montagne de 60 litres. Il emballa les choses les plus importantes. Ordinateur portable, chargeur, 3 batteries externes chargées, carte, manuel de survie, téléchargé 3 ans plus tôt, lu comme passe-temps. Il s'arrêta près de la porte, se retourna. L'appartement, livres, machine à café, canapé, un ficus sur le rebord de la fenêtre. Il s'approcha du ficus, l'arrosa. Pourquoi? Il ne le savait pas lui-même. Il partit, ferma la porte, laissa la clé dans la serrure à l'extérieur. Personne à qui la rendre. Autoroute Gyeongbu, direction sud, radio, nouvelles ordinaires, météo, politique. À propos de l'astéroïde, rien. Le gouvernement se taisait. À 21h47, Gino roulait déjà au-delà de Séoul. La radio changea. Message d'urgence. L'administration météorologique coréenne signale un phénomène atmosphérique inhabituel dans l'hémisphère sud. Gino baissa le volume, regarda le ciel à travers le pare-brise. Clair, étoile. Dans quelques heures, il n'y aurait plus d'étoiles. À 22h31, un signal d'urgence. Attention à tous. Le gouvernement de la République de Corée rapporte à 22h14, une collision d'un grand corps céleste avec la glace antarctique a été enregistrée. Il est conseillé à la population de rester calme. Gino éteignit la radio. C'était tout. Maintenant, panique. Dans 6 heures, les gens commenceraient à quitter Séoul. Dans 12, les routes s'arrêteraient.
Il avait 6 heures d'avance. Il appuya sur l'accélérateur. Jirisan. Il abandonna la voiture au bord d'une route forestière. Plus loin, hors route, il sortit, -3. Un novembre ordinaire, encore ordinaire. Le ciel, un peu différent. Les étoiles légèrement plus brumeuses qu'elles ne devraient l'être. La première poussière dans les couches supérieures de l'atmosphère. Lui seul la voit, parce qu'il sait quoi chercher. Dans une semaine, tout le monde la verra. Il mit le sac à dos, prit un sac lourd. Le reste, plusieurs trajets. Il entra dans la forêt. La lampe de poche frappa l'obscurité. Pins, chênes, anciens. Neige au sol, 5 cm. Il marchait de mémoire. 3 ans avaient-vous passé. Il se souvenait. Chêne fourchu, descendre la pente, ruisseau, le traverser. Là, 40 minutes avec la charge. Il la trouva, le faisceau de la lampe, sur les murs. Murs en rondins, sombres avec le temps. Le toit était métallique, rouillé mais intact. La porte était en bois, de travers, mais elle tenait. Il poussa. Elle s'ouvrit avec un grincement. Le faisceau de la lampe se déplaça dans la pièce. Une pièce. 5 mètres sur 6, plancher en bois. Une petite fenêtre, condamnée par des planches. Vieille table, chaise cassée, reste d'un tuyau métallique d'un ancien poêle. L'odeur, bois, humidité, temps. Gino se tenait au milieu de la cabane. Pensa. Ici, ceci, maison. Il posa le sac à dos, sortit la grande lampe de poche, examina les murs méthodiquement. Interstices entre les rondins, il y en avait. Mousse expansive, d'abord. Fenêtre, la cellar, film et isolation. Plancher, carton, film, tapis. Le froid vient d'en bas. Poêle, l'installer. Tuyau à travers le mur. Bois de chauffage, forêt à proximité. Ressources infinies. Eau, ruisseau à 50 mètres. En hiver, il gèlera. Faire un trou. Nourriture. Il l'avait apporté, 3-4 mois avec économie. Sécurité, une question séparée. Grande. Il retourna à la voiture. 3 trajets, porta tout. À 7 heures du matin, toute la charge était dans la cabane. Il s'assit sur le sac à dos. Mangea du thon dans une boîte. Froid. Dehors, derrière la fenêtre, l'aube se levait. Le ciel gris. Pas seulement nuageux, lourd, différent. Poussière déjà dans l'atmosphère. Cela commence. 16 novembre. Se réveilla à 8 heures. Dormit 1 heure directement sur le sac à dos. Le corps s'était simplement éteint tout seul. Se lava avec de la neige. Froid vif, ça réveille bien. Liste de travail. Méthodiquement. Par priorité. 1. Sceller les interstices. 2. Installer le poêle. 3. Couper du bois. 4. Renforcer la porte. 5. Vérifier le toit. Il prit la première bombe de mousse expansive, travailla méthodiquement. Chaque interstice, le trouva, souffla de l'extérieur pour vérifier le courant d'air, le remplit. 3 heures. 3 bombes. La cabane devint plus silencieuse. Le vent dehors se faisait presque plus sentir. Bien. Le poêle, il le plaça au centre de la pièce. Pas contre le mur. Le métal chaufferait, le bois prendrait feu. Plus sûr au centre. Chaleur plus uniforme. Tuyau à travers le mur. Avec une perceuse et un ciseau, 1 heure de travail. Le fit sortir dehors. Le fixa. Joint. Mousse expansive et ruban isolant. Il l'alluma pour la première fois. Bûche sèche des anciens occupants, trouvée sous l'abri dehors. Le feu prit. La chaleur arriva. Gino s'accroupit près du poêle. Regarda le feu pendant quelques secondes. Pour la première fois en 2 jours, expira. Puis il se leva et alla chercher du bois. Forêt, hache à la main. Bois mort sur pied, c'est ce qu'il fallait. Les arbres vivants sont humides à l'intérieur. Brûle mal. Bois mort sur pied. Arbre mort debout sur la racine, sec. Brûle parfaitement. Trouva le premier. Il tomba après 6 coups. Coupa les branches. Le fendit en bloc. Main, pas habituée. Pas de callosité. Après 20 minutes, les paumes brûlaient. Les callosités apparaîtront maintenant. Dans 1 semaine, elles durciront. Dans 1 mois, les mains deviendront différentes. Il travaillait. À 3 heures, une petite pile près de la cabane. Pour 1 jour ou 2. Il faut couper du bois chaque jour. Ceci,
la loi de la survie hivernale. Il n'existe pas trop de bois de chauffage. Soir. Il était assis près du poêle. Ordinateur portable sur les genoux. Ouvrit Internet. Le signal était faible, mobile. Fonctionnait encore. Nouvelles. Titre. Ampleur de la catastrophe en Antarctique. Les scientifiques restent sans voix. Tsunami atteint la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Des milliers de morts climatologues. La température commencera à chuter dans 2-3 semaines. Séoul, départ massif de la ville. Route bloquée. Le titre suivant le fit s'arrêter. Des scientifiques russes rapportent « Les fissures dans la plateforme de l'Antarctique orientale ont atteint une profondeur de 300 mètres. Ce qui se trouve dans les anciennes couches de glace n'est pas encore connu 300 mètres. » Il pensa au rapport classifié, aux cellules vivantes, à ce qui se trouve dans la glace du Pléistocène à 3 km de profondeur. 300 mètres, seulement le début. Ferma l'ordinateur portable, regardait par la fenêtre, sombre, forêt, neige, silence. Silence pour l'instant. 20 novembre, 5 jours. La cabane avait changé. Les murs étaient là, calfeutrés. La fenêtre était fermée avec 3 couches. Film dehors, laine minérale, film dedans. Sombre, mais chaud. Le plancher, 4 couches. Les pieds ne gèlent pas. Le poêle fonctionne correctement. La pile de bois près du mur est couverte de film. Dehors, le monde avait changé. Neige jusqu'aux genoux. En 5 jours, autant qu'habituellement en 2 mois. Le ciel est constamment gris. Il n'y a pas eu de soleil une seule fois. Température, -8. 5e jour. Selon son modèle, dans 1 mois, -25. Dans 3, -40. Matin. Il sortit chercher du bois. Ronde du matin, une habitude depuis le 3e jour. Chaque matin. Vérifier le périmètre, voir ce qui a changé, écouter la forêt. La forêt, information. Sons, traces, oiseaux. Tout dit quelque chose. Aujourd'hui, la forêt était silencieuse. Il n'y avait pas d'oiseaux. Pas du tout. Gino s'arrêta. Quand les oiseaux se taisent, quelque chose est proche. Il regarda la neige près des arbres. Trace, s'approcha, 3 doigts. Largement espacé, profond, un animal lourd. Taille de l'empreinte, plus grande que sa paume, bien plus grande. Pas, long, saut. La créature se déplaçait en sautant. Trace à 3 doigts, pose plate. Comme un stop, comme un reptile. 3 doigts, pose plate, long saut. Poids important, la trace s'enfonçait profondément. Il connaissait une telle trace, l'avait vue dans des livres. Dans d'autres circonstances, il ne serait pas allé chercher du bois seul sans armes. Lentement, pas brusquement. Il se redressa, regardait autour. Silence, forêt, personne. Alla rapidement à la cabane, prit du bois près du mur, entra, ferma la porte, s'allongea sur le dos sur le plancher, respira. 3 doigts, reptile, lourd, rapide, Antarctique, fissure, déjà 300 mètres, en 5 jours. Combien? Pergélisol sibérien, en dégel, maintenant pas lentement, brutalement. Ce qui se trouvait dans des couches vieilles de millions d'années. Il savait ce qu'il y avait là. Tout le monde le savait grâce au manuel scolaire. C'est juste que personne ne pensait que c'était pertinent. Il se leva, ouvrit l'ordinateur portable, trouva les nouvelles des 2 derniers jours. Lutte, trouva. Incident en Yakoutie, des habitants signalent des animaux inconnus dans la forêt vidéo de Sibérie, créatures d'espèces indéterminées aperçues sur une autoroute Corée du Sud. Des touristes à Jirisan signalent des sons inhabituels dans la forêt nocturne. La dernière ligne, Jirisan, ceci, ici. Ferma l'ordinateur portable. Se leva, alla vers les outils, couteau de chasse, le prit, le fixa à sa ceinture. Hache, placée près de la porte, à portée de main. Regardez ce qu'il y avait d'autre. Pas de fusil, pas de vraie arme. Couteau, hache, scie. Contre quoi cela suffit? Dépend de ce qui est dehors. Gino réfléchit. Il faut une arme, ou un renforcement plus fort que n'importe quelle arme. Le second est plus fiable. 21 novembre. Dès l'aube, travail. Prit un mètre ruban et un carnet. Fit le tour de la cabane dehors. Regardez, réfléchit, écrivit, murs en rondins, vieux, denses, sombres.
bois sec, solide. Bien. Point faible. Porte. En bois, simple, vieille charnière. Un coup puissant la fera sauter. Fenêtre. Cadre faible. Toit, métal. Supportera la neige. Si quelque chose de lourd saute dessus, inconnu. Fondation en pierre. Impossible de creuser dessous. Bien. Première priorité, porte. Il la retira des charnières. Examina. Planche 3 cm. Faible. Près de l'abri, reste de vieilles planches. Sèche, 5 cm. Cloua une deuxième couche en travers. En croix, 8 cm plus renforcement en croix. Charnière, remplacée. Neuve, métallique, puissante. Verrou, un morceau de barre d'armature d'une vieille clôture dans la forêt. Cloué avec des supports. 2 verrous, en haut et en bas. Suspendit la porte. La ferma. Poussa de l'extérieur. Elle ne bougea pas. Deuxième priorité, fenêtre. Dehors, il cloua 3 poutres horizontales, de grosses branches écorcées. Distance entre elles, 20 cm. Une grille, pas décorative, pratique. Troisième priorité, périmètre. Alla dans la forêt, coupa de longues branches droites, les affûta en bas avec la hache. Pieux. Les enfonça autour du périmètre de la cabane, 2 mètres des murs, tous les demi-mètres. Entre les pieux, cordes, en croix, aux cordes, boîte avec de petites pierres à l'intérieur. Système d'alarme. La nuit, si quelque chose entre dans le périmètre, corde, cliquetis des boîtes. Le système d'alarme le plus simple. Mais ça marche. Travailla jusqu'à la nuit. Le soir, la cabane avait l'air différente. Pas une forteresse, mais plus seulement une petite maison non plus. Ordinateur portable. Dernière charge de batterie externe pour aujourd'hui, l'économiser. Trouva un article scientifique. Trace à 3 doigts du Crétacé supérieur. Analyse comparative. 3 genres correspondaient à la description. Vélociraptor, petit, rapide, intelligent. Deinonychus, similaire, légèrement plus grand. Et le 3e. À cette ligne, il s'arrêta. Utahraptor, le plus grand des raptors. 2 mètres de haut, 300-400 kg. Saut jusqu'à 8 mètres. Vitesse, 60 km/h sur de courtes distances. Chassé en meute. Ferma l'ordinateur portable, regardait la porte. 2 verrous, 8 cm de bois renforcé, contre 400 kg de prédateurs de meute qui sautent 8 mètres. Assez? Inconnu. Il faut le découvrir avant qu'ils viennent. Et ils viendront. Les traces étaient là fraîches. 23 novembre, la nuit, un son. Il se réveilla la deuxième fois. La première, pensa que c'était le vent. La deuxième, comprit. Pas le vent. Resta allongé sans bouger. Écouta. Le son était bas, rythmique, lointain, 300-400 mètres. Depuis la forêt. Pas un rugissement, pas un hurlement. Quelque chose entre les deux. Gino ne pouvait pas le décrire plus précisément. Il n'avait jamais rien entendu de tel. Aucun des vivants ne l'avait entendu, parce que c'était le son d'un animal éteint. Il resta allongé, ne bougea pas. Son, 3 minutes. Plus faible, disparu. Silence. Puis, le système d'alarme. Un tintement. Court, du côté nord. Quelque chose toucha la corde. Gino resta allongé et ne respirait pas. Seconde. Rien. Puis, des pas dehors. Lourd. Rythmique. S'éloignant vers l'est, il était passé à côté. Vérifié, flairé. Passé à côté. Il resta allongé jusqu'à l'aube. Ne dormit pas. Réfléchit. Une créature la nuit. À vérifier le périmètre. Si c'est un raptor, un solitaire ne chasse pas. Donc un éclaireur. Donc, la meute est proche. Cela changeait tout. Le matin, il sortit prudemment. Hache à la main, lentement. Regardait dans toutes les directions. Côté nord, une corde touchée. Piquet incliné. Neige près de lui écrasée. Trace, 3 doigts. Taille, comme sa paume avec les doigts écartés. Largeur de pas, 2 mètres. Utahraptor. Gino se redressa. Regardait la forêt. Silence. Neige. Pin. Quelque part là, une meute. Affamée, gelée, désorientée dans un nouveau monde. Et une cabane avec l'odeur d'un humain vivant. Rentré à l'intérieur.
s'assit, sortit le carnet, écrivit « Problème, prédateur à proximité. Option 1, partir. Ou neige jusqu'aux genoux. Une semaine de travail perdu, nouveau lieu inconnu. 2, rester et renforcer. Avantage, lieu familier, travail fait. Inconvénient, meute de raptors. 3, éliminer la menace. Une personne. Irréaliste. 4, éloigner la menace. Qu'est-ce qui tient les prédateurs à distance? Feu, odeur, son. Gino regarda le mot feu. Reptile et feu. Peur instinctive, évolutionnaire. Même s'il ne l'avait jamais rencontré. Torche le long du périmètre. Constante. Surtout la nuit. Nécessite beaucoup de bois de chauffage, mais possible. Écrivit le plan. Se leva. Prit la hache. Alla chercher du bois. Beaucoup de bois. 24 novembre. Il coupait du bois quand il l'entendit. Pas un animal, une voix, humaine, faible, depuis l'est. Lâcha la hache, prit le couteau, avança prudemment. 50 mètres de la cabane. Ravin, neige plus profonde dedans. Dans le ravin, une silhouette, petite, s'approcha. Enfant, environ 12 ans, garçon, dans une veste d'école, bleue, fine, complètement inadaptée. Basket, pas de sac à dos, rien. Allongé sur le côté dans la neige, respiration, vapeur de sa bouche. Se pencha. Le garçon ouvrit les yeux. Trouble, hypothermie au stade précoce. Tu peux te lever? Essaya. Ne put pas. Gino le prit, environ 30 kg, le souleva, le porta à la cabane. Vite. La neige rendait la marche rapide difficile. Il marcha vite, l'amena à l'intérieur, le coucha près du poêle, l'alimenta plus fort, retira la veste mouillée et les baskets du garçon, enroula le sac de couchage autour de lui, fit bouillir de l'eau, thé chaud sucré, souleva légèrement le garçon, lui donna à boire. Il but, lentement, avidement. Regardez Gino. Comment tu t'appelles? Lee Suyon. Voix rauque, faible. Quel âge as-tu? 12. D'où viens-tu? De Hamyang, ville aux pieds. Il n'était plus possible de rester là-bas. Pourquoi? Le garçon le regarda. Yeux, sérieux, pas enfantin, ayant vu des choses. Il y avait des animaux là-bas. Grands, ils venaient en la nuit. 2 personnes de notre immeuble. Ne termina pas. Tu es parti seul? Non, nous étions 4. La voix trembla. Puis 3, puis j'étais seul. Dans la forêt, la nuit, l'un de nous. Encore, ne termina pas. Gino resta silencieux, ne le pressa pas. Puis doucement. Tu es en sécurité maintenant. Suyon le regarda. Il y a des traces ici aussi. Je les ai vues en chemin. Grandes. 3 doigts. Je sais. Tu n'as pas peur? J'ai peur, dit Gino. Mais je me prépare. Le garçon le regarda, puis ferma les yeux. S'endormit. Gino était assis près du poêle, en face de l'enfant endormi. Regardait le feu, réfléchit. Il y en avait eu un, maintenant 2. Cela changeait quelque chose. Il prit le carnet, corrigea la première ligne. C'était un selas de vin. 2. Il le souligna 2 fois. Posa l'ordinateur portable sur ses genoux. Vérifia Internet une dernière fois. Le signal mourait complètement. Un titre, il le vit avant que le signal ne disparaisse pour de bon. Les sismologues enregistrent des tremblements souterrains inexpliqués dans la région de Sibérie et dans la partie nord de la péninsule coréenne. Cause possible, effondrement de couches de glace souterraines à grande profondeur. Gino regarda l'écran sombre. Couches souterraines, effondrement. Cela signifiait une chose. Les fissures n'allaient pas seulement de haut en bas, elles allaient aussi de bas en haut. Depuis l'intérieur de la Terre, là où aucune chaleur n'était parvenue depuis des millions d'années, maintenant elle y parvenait. Il se leva, alla à la porte, l'ouvrit d'1 centimètre. Nuit, forêt, déjà -14. Silence. Mais non, un silence différent. Pas celui qu'il y avait eu une semaine plus tôt. Ce silence-là était vide, juste une absence de son. Celui-ci, dense. Comme si la forêt retenait son souffle. Comme si elle attendait. Ferma la porte.
fit glisser les 2 verrous, s'allongea sur le tapis à côté du garçon. Couteau, en main, hache, près de la porte. Regardait le plafond sombre, là, dans la forêt, une meute, affamée. Et maintenant 2 personnes dans une cabane qui sentaient la nourriture et la chaleur. Ils viendront. La question n'est pas de savoir s'ils viendront. La question est quand. Gino ferma les yeux, s'ordonna de dormir. Après 3 minutes, il dormait. Ce genre de caractère, il savait s'éteindre quand il le fallait. La panique ne prépare pas. Le repos prépare. Le système d'alarme se déclencha à 2h14. Pas une boîte, 3 à la fois, de différents côtés. Gino se réveilla instantanément. Pas progressivement, immédiatement. Complètement. S'assit, couteau en main, sombre. Le poêle s'éteignait. Braise, faible lumière rouge. Suyon se réveilla aussi, s'assit et regarda Gino. Ne pleura pas, ne demanda rien. Il regarda simplement et attendit quoi faire. Bien. Garçon intelligent. Gino leva la main. Silence. Suyon hocha la tête. Écouta. Dehors. Mouvement. Pas une créature. Plusieurs. Pas lourd, rythmique, rapide. Ils tournaient autour de la cabane. Pas chaotiquement. Méthodiquement. Reconnaissance. La meute étudiait le périmètre. Gino se leva, sans se presser. Les mouvements brusques étaient mauvais maintenant. Alla au poêle. Jeta 2 bûches dedans. Le feu s'embrasa. Chaleur, pas le plus important maintenant. Lumière, le plus important. Alla au mur. Trouva au toucher ce qu'il avait préparé à l'avance. 3 torches, de grosses branches enveloppées de tissu imbibé d'huile. Simple, pratique. Alluma la première au poêle. Elle s'embrasa. Regardait Suyon, montra. Tiens-la. Le garçon prit la torche. Ses mains ne tremblaient-ils pas. Gino alluma la deuxième, la prit lui-même. Alla à la porte. Dehors, les pas ralentirent. Les créatures sentirent la lumière. La virent à travers les interstices. Una sentirent l'odeur du feu. Puis, un son. Bas, guttural. Pas un rugissement, un ordre. Et aussitôt, un coup contre la porte. La cabane trembla. Poussière du plafond. Gino se tenait près de la porte. Ne recula pas. Deuxième coup. Plus fort. Le verrou tint. Mais le bois craqua. Troisième coup. Et quelque chose dehors s'appuya contre la porte. Avec du poids. Gino vit comment les planches se courbaient vers l'intérieur. Lentement, centimètre par centimètre. Puis, il ouvrit le volet supérieur. Une petite ouverture dans la porte qu'il avait faite 3 jours plus tôt. Pour ce cas, pas exactement pour celui-ci, juste au cas où. Poussa la torche dans l'ouverture. Dehors, un son différent. Aigu, sifflement. La pression sur la porte tomba instantanément. Pas en arrière, rapide. Gino maintint la torche dans l'ouverture. Ne la retira pas. Silence. Puis, des pas de nouveau. Plus loin. Très loin. Il partait. Attendit 5 minutes. Silence. Retira la torche. Ferma le volet. Se retourna. Suyon se tenait au milieu de la pièce avec la torche. Regardait Gino. Ils sont partis? Doucement. Pour un moment, dit Gino. S'assit sur le plancher. Dos contre la porte. Respira. Main calme. Cœur rapide, mais main calme. C'est important. Quand les mains sont calmes, on peut réfléchir. Le reste de la nuit, il ne dormira pas. Gino ajoutait du bois au poêle toutes les heures. Lumière ne l'éteignit pas. 2 torches près du mur, au cas où. Suyon était assis à côté de lui, posait des questions. Pas comme un enfant qui a peur, comme une personne qui a besoin d'informations. C'était quoi? Des raptors, dit Gino. Très probablement des Utahraptors. Grands. Il y en a beaucoup? Au moins 3, d'après le bruit des pas. Peut-être plus. Ils reviendront. Oui? Mais ils ont peur du feu. C'est la chose principale que nous savons. Pourquoi ils ont peur? Instinct. Leurs ancêtres vivaient il y a des millions d'années. Le feu était la mort. Incendie de forêt, volcan. C'est dans la génétique. Suyon réfléchit. Donc le feu doit toujours être là. La nuit, oui. Le jour, la visibilité est meilleure.
La réaction plus rapide. Y aura-t-il assez de bois de chauffage? Gino resta silencieux. Pendant plusieurs semaines avec cette consommation? Non. Il faut en couper davantage, chaque jour. Suyeon le regarda. Je vais aider. Tu sais couper du bois? Non. Mais je vais apprendre. Gino regarda le garçon. 12 ans. Veste d'école. A traversé la forêt seule la nuit. 3 du groupe n'y sont pas arrivés. Bien, dit Gino. Tu apprendras. 25 novembre. Le matin, ils sortirent ensemble. Gino devant avec la hache, Suyeon derrière avec un couteau. Il lui en avait donné un de rechange, petit mais tranchant. Ils inspectèrent le périmètre. Des traces tout autour du périmètre. Profondes. Taille, plus grande que celle d'hier. Gino compta 4 tailles de traces différentes. 4 individus minimum. Sur le côté nord, traces supplémentaires. Quelqu'un était resté ici longtemps. La neige était piétinée, un observateur. Ils n'attaquaient pas seulement, ils étudiaient. C'est pire que de simples animaux affamés. Gino regarda les traces. Réfléchit. Suyeon se tenait à côté de lui. Regardait aussi. Ils sont intelligents, dit le garçon. Oui. Dans le manuel, il était écrit que les raptors faisaient mal en partie des dinosaures les plus intelligents. Rapport cerveau-corps, élevé. Gino le regarda. Tu te souviens du manuel? Je me souviens de beaucoup de choses, dit simplement Suyeon, sans se vanter. Juste, un fait. Bien, dit Gino. Ce sera utile. Ils parcoururent tout le périmètre, réparèrent 2 cordes qui avaient cassé, ajoutèrent plus de boîtes aux endroits les plus vulnérables. Puis, bois de chauffage. Gino coupait. Suyeon ramassait des branches, les empilait, les portait à la cabane. Petit, mais travaillait sans se plaindre. Après 2 heures, la pile avait grandi visiblement. Pendant la journée, Gino travailla sur les torches, en fabriqua 12 pour plusieurs nuits. Huile, l'économisait. Trouva un substitut, résine de pin. Dans la forêt, coupa plusieurs branches, recueillit la résine dans une boîte de conserve, la fit fondre près du poêle. La résine brûle bien. L'odeur est forte, mais c'est un avantage. L'odeur de fumée et de résine chaude repousse. Suspendit des torches dehors, autour du périmètre, tous les 3 mètres. Enfonça des pieux, les attacha. La nuit, les allumait une par une. Pas toutes à la fois, consommation, mais alternée. Qu'il voie constamment le feu de n'importe quel côté. Suyeon regardait comment il travaillait. « Je peux en faire plus? Quoi exactement ?» Le garçon resta silencieux. Réfléchit. « Des pièges, dit-il enfin. Pas pour tuer, pour effrayer. S'ils ont peur du feu et du son, on peut rendre le son automatique, sans nous. » Gino s'arrêta, regardait le garçon. « Explique. » Une corde est tendue bas. Des boîtes s'y sont attachées. Ça existe déjà. Mais si une torche est attachée à la même corde, qui se renverse à cause de la traction et tombe dans une fosse avec des braises ardentes, le feu s'embrasera tout seul. Sans nous. Gino le regarda. « Quel âge as-tu » ? 12, je l'ai déjà dit. C'est une bonne idée, dit Gino. Je sais, dit Suyeon. Ils travaillèrent ensemble, jusqu'à la nuit. Suyeon expliquait. Gino mettait en œuvre. Les mains du garçon de 12 ans ne pouvaient pas gérer les pieux et la corde. 3 pièges automatiques autour du périmètre. Le principe était simple. Une traction sur la corde. La torche tombe dans un brasero fait de terre et de braise. Une flambée de feu et de son. Ils le testèrent. Suyeon tira la corde. La torche tomba. Les braises se dispersèrent. Une petite flambée, pas énorme, mais brutale. Soudaine. Pour la nuit, suffisante. Ça marche, dit Suyeon. Ça marche, confirma Gino. Le garçon sourit. Pour la première fois depuis tout ce temps, rapidement, presque imperceptiblement. Mais, sourit. 26 novembre. Gino coupait du bois à 100 mètres de la cabane. Suyeon près de la cabane. Ils avaient l'inconvenu, le garçon ne s'éloigne pas de plus de 20 mètres. Si quelque chose arrive, il crie. Une fois, Gino coupait, écoutait constamment, en arrière-plan. Forêt, vent, branche. À la 16e minute, il entendit. Pas les pas de meute des raptors. Autre chose. Neige sous des pieds lourds. Bipède, lentement, avec fatigue. Une personne. Gino abaissa la hache.
ne la lâcha pas, la tint, se tourna. Derrière les arbres, un homme, environ 45 ans, grand, massif, veste militaire, vrai, vert foncé, armé, gilet tactique par-dessus, derrière son dos, un grand sac à dos, à sa ceinture, un couteau de type militaire. Dans ses mains, rien, mains légèrement levées, visible délibérément, montrant qu'il n'est pas une menace, visage envahi, 3-4 jours de barbe, yeux fatigués mais clairs, s'arrêta à 10 mètres. « Je vois la cabane, dit-il. Voix, basse, régulière. J'ai vu le feu la nuit. J'ai marché jusqu'ici pendant 2 jours. Gino le regarda. Seul? Seul. D'où? Du nord. J'étais dans un camp de terrain quand tout a commencé. Réserviste militaire, sergent Bae Gonchan, ancien. Vous avez une arme? Honnête? Réfléchis. Pistolet? 14 cartouches. Autre chose? Couteau, c'est tout. Gino resta silencieux une seconde. Regardait l'homme. Entraînement militaire. Gilet tactique. Signifie qu'il a l'habitude de porter l'équipement systématiquement. A lever les mains immédiatement. Sait comment se comporter en rencontrant un inconnu. A parlé du pistolet honnêtement. Aurait pu ne pas le dire. Bae Gonchan, dit Gino. Je m'appelle Shuei Gino. Allez à la cabane. Il y a de la nourriture chaude là-bas. B abaissa les mains. Merci. Trop tôt pour remercier, dit Gino. D'abord nous parlons. Cabane. 3 personnes près du poêle. Suyeon regardait Bae Gonchan attentivement. Pas avec peur, avec évaluation. Bae mangea de la bouillie de riz, chaude. Mangea lentement, prudemment. Pas avidement. Habitude, les soldats mangent lentement. Ils savent que l'estomac après la faim doit s'habituer. Gino observait. « Qu'avez-vous vu en chemin » demanda-t-il. Bae leva les yeux de son bol. Beaucoup de choses. Précisément. D'abord, des raptors, 2 espèces différentes. Petits, meute de 7-10 individus. Rapide. J'ai vu des traces et une fois, les créatures elles-mêmes. Les grands, une autre histoire. Solitaires ou par paires. Plus lents, mais une autre taille. Quelle taille? Une trace. J'ai mis une botte taille 44 à côté. Ma botte tenait 2 fois et demi dans la trace. Silence dans la cabane. Suyeon doucement. Ce n'est pas un Utahraptor. Non, confirma Gino. Bae regarda le garçon. Puis Gino. Deuxième. Des animaux auxquels personne ne s'attendait. Bae parlait régulièrement. Mammouth. 2. Je les ai vus à distance. Ils allaient vers le sud. Pas agressivement. Ils marchaient simplement. Effrayés. Les mammouths ne sont pas des prédateurs, dit Suyeon. Je sais, mais la taille. Et s'ils sont effrayés, ils écrasent tout sous leurs pieds sans regarder. Gino réfléchit. Quoi d'autre? Bae resta silencieux. Posa le bol de côté. Troisième, et c'est le pire de tout. Je passais près de la rivière Seomjingang. La glace sur la rivière s'est fissurée, en plein jour. Pas fine, glace épaisse, glace de décembre. Elle s'est fissurée par-dessous. Par-dessous, par-dessous, confirma Bae. J'ai vu la glace se soulever depuis le milieu de la rivière, puis s'enfoncer, puis quelque chose est sorti de l'eau. Silence. Quoi exactement? Dit doucement Gino. Je ne sais pas comment ça s'appelle, dit Bae. Long, dans l'eau. Cou long, presque comme celui d'une girafe. Petite tête. Taille du corps, environ 8-9 mètres. Gino le regarda. Suyeon, doucement. Plésiosaure. Quoi? Bae regarda le garçon. Plésiosaure, répéta Suyeon. Reptile marin, mésozoïque. Vivait dans les mers et les plans d'eau douce. Donc ils peuvent être dans les rivières aussi. Garçon intelligent, dit Bae. Je sais, dit Suyeon. Gino se leva, marcha dans la cabane, réfléchit. Raptors dehors, c'est solvable. Feu, renforcement, piège. Quelque chose de plus grand qu'un Utahraptor, c'est un autre niveau de problème. Un plésiosaure dans la rivière signifie que le ruisseau près de la cabane est maintenant en question. Le ruisseau est alimenté par le Seomjingang à travers des canaux souterrains. Eau, en question. Ceci, urgent. Bae Gonchan, dit Gino. Oui, vous restez. Les conditions sont simples.
Nous travaillons ensemble, partageons les ressources, décisions communes. Une seule personne ne commande pas seule. B le regarda. Vous n'êtes pas militaire, dit-il. Non. Mais vous parlez comme une personne à qui les gens sont habitués à obéir. Pas obéir, corrigea Gino. Suivre un plan, il y a une différence. Bay réfléchit une seconde. Acceptez, dit-il. Mais vous avez raison pour l'eau. C'est la priorité. Je sais. Gino prit le carnet. Asseyez-vous, nous allons réfléchir. 26 novembre. Deuxième moitié de la journée. 3 personnes à la table. Gino, carnet, Bay. Une carte de la région qu'il sortit de son sac à dos. Militaire détaillé. Suyeon regardait la carte et mémorisait. Ruisseau, dit Gino. 50 mètres d'ici, notre source principale. Il est alimenté par le Seomjingang, demanda Bay. Très probablement. Ruisseau de montagne, mais les canaux souterrains sont connectés. S'il y a un grand reptile dans la rivière, il n'entrera pas là. Le ruisseau est peu profond, dit Suyeon. 30 cm de profondeur au maximum. Un plésiosaure, non, confirma Gino. Mais les petits, autre question. Si le pergélisol dégèle partout, ce ne sont pas seulement les grands qui sortent. Qu'est-ce qui peut être dangereux dans un ruisseau peu profond, dit Bay. Je ne sais pas, dit honnêtement Gino. Donc, nous changeons l'approche de l'eau. Quelle approche? Neige, dit Gino. La neige est propre. La faire fondre dans une casserole. Nous obtenons de l'eau. Le ruisseau, réserve. L'utiliser seulement si la neige s'épuise ou gèle complètement. La neige gèlera si la température descend sous un certain niveau, dit Suyeon. Elle deviendra glace. Alors il faudra couper la glace et la faire fondre. Correct, Gino l'écrivit. Deuxième, filtration. Toute eau provenant de sources ouvertes, à travers tissu et charbon. Nous avons du charbon actif, dit Bay. Ouvrit le sac de quelqu'un d'autre, regarda. Ici? Oui. Dans la trousse de premiers soins. Combien? 2 grands paquets. Pour 1 mois avec une utilisation régulière, dit Bay. Puis, charbon de bois du poêle. Même principe. Pire, mais fonctionne. L'écrivit. Troisième, réserve. La neige fond lentement dans les casseroles. Il faut garder une réserve d'eau à l'intérieur. Au moins 3 casseroles. Pour ne pas dépendre de la météo à un moment précis. Bay hocha la tête. Raisonnable. Quatrième et principal, dit Gino. Allez au ruisseau maintenant. Seulement par 2. L'un prend l'eau, l'autre surveille. Un seul jamais. Même moi? Demanda Suyeon. Surtout toi. Le garçon ne fut pas offensé. Hocha la tête. Garçon intelligent. Bay déballa son sac à dos. Étala le contenu sur la table méthodiquement. Gino regardait. Pistolet, Daewoo K5, standard armé, chargeur, 14 cartouches plus une dans la chambre. Total 15. Couteau militaire. Bon. Longueur de lame, 15 cm. Nourriture, ration sèche. Briques militaires, 8 pièces. Chacune pour une journée avec économie. Trousse de premiers soins, militaire. Plus complète que celle de Gino. Garrot, matériel de suture, antidouleur injectable. Lampe de poche, frontale, militaire. Pile, 10 pièces. Sac de couchage militaire fin, pour moins 20. Pire que celui de Gino. Bobine de fil d'acier fin. Gino prit le fil. Pourquoi l'avez-vous apporté? Piège pour petit gibier, dit Bay. Collé. Vous savez les poser? Oui. Bien. Gino mit le fil de côté. Ce sera important plus tard. Pourquoi plus tard? Parce que d'abord, plus urgent. Gino se leva, alla au mur où une feuille de papier était clouée, le plan de la cabane et du périmètre. Regardez. Nous devons élargir la fortification, dit-il. Ce que nous avons fonctionne contre les raptors. Mais vous avez dit quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand. Si c'est ce que je pense, des pieux et des cordes ne l'arrêteront pas, dit Bay régulièrement. Je sais. Gino regarda le plan. Mais il y a quelque chose qui arrêtera tout. Quoi exactement? Le feu pas seulement sur des pieux, dit Gino. Le feu comme un fossé. Bay le regarda. Suyeon releva la tête. Un fossé de feu, dit le garçon. Pas constant, dit Gino. Il n'y aura pas assez de ressources pour ça. Mais un fossé autour du périmètre. 1 demi-mètre de profondeur.
1 mètre de large, rempli de branches sèches et de bûches résineuses. En cas de danger, y mettre le feu. Le périmètre s'embrase. Ça brûlera aussi la cabane, dit Bay. Pas si la distance est bonne. 3 mètres des murs, la neige autour de la cabane. Elle ne laissera pas le feu traverser. Seul le fossé brûle. Silence. Bay réfléchit, lentement, minutieusement. Creuser le sol gelé, difficile. Je sais, dit Gino. C'est pourquoi nous commençons demain. C'est difficile de toute façon. Plus tard, ce sera plus dur. Dans 2 semaines, le sol gèlera à 1 mètre de profondeur. Maintenant, 30-40 cm. Nous y arriverons. Bay regarda le plan. Combien de temps cela prendra? 3 jours avec 2 personnes qui travaillent, dit Gino. 2 et demi, corrigea Bay. Je creuse vite. D'accord. Suyeon les regarda tous les deux. Je creuserai aussi. Tu as une autre tâche, dit Gino. Quoi? Pendant que nous creusons, tu surveilles le périmètre. Boîte, corde, torche. C'est ta zone. Suyeon réfléchit. Accepté. La nuit? Pas des raptors. Autre chose. À 3 heures du matin, Bae Gonshan était assis près de la fenêtre. De garde. Ils avaient convenu par roulement. 2 heures chacun. Gino et Suyeon dormaient. Bae regardait à travers le petit interstice entre les planches de la fenêtre. Dehors, sombre. Torche autour du périmètre. 3 brûlés. Silence. Neige. Puis, le sol. Bae le sentit avant de l'entendre. À travers le plancher, à travers ses pieds. Vibration, petite, rythmique, grandissante. Il se leva. « Réveillez-vous » dit-il dans l'obscurité. Pas fort. Gino se réveilla aussitôt. Bae le nota. « Tout le monde ne se réveille pas comme ça. »« Quoi ?» Le sol vibre. Quelque chose arrive. Lourd. Gino se leva, se tint à côté de Bae à la fenêtre. Ils écoutèrent. La vibration devint plus forte. Maintenant pas seulement à travers le plancher, audible, grondement bas, rythme, 4 battements. 4 battements, 4 pattes. Pas des raptors, dit doucement Gino. Non, confirma Bae. Sortit le pistolet. Que faisons-nous? Rien. Quoi? Silence. Ne bougez pas. N'éteignez pas le feu. Bae le regarda. S'il veut entrer, s'il veut, le pistolet n'aidera pas. 15 cartouches contre quelque chose qui pèse plusieurs tonnes. C'est une irritation, pas un arrêt. Bae rangea le pistolet. Resta silencieux. La vibration grandit, puis s'arrêta. Très près, dehors. 20 mètres. Silence. Suyeon se réveilla, s'assit calmement, écouta. Dehors, le bruit d'une respiration. Fort, lourd. Comme un soufflet de forgeron, lent. Quelque chose d'énorme se tenait dehors et respirait. Une des torches au périmètre s'éteignit, apparemment touchée en passant. Personne n'alluma une nouvelle torche. Il se tenait en silencieux. La respiration dehors, lente. La créature n'était pas pressée, n'attaquait pas, se tenait simplement là. 4 minutes. Puis d'un vibration de nouveau, s'éloignant, lentement, vers le nord. Après 10 minutes, silence. Réel. Personne ne parla pendant encore 2 minutes. Puis Suyeon, doucement. C'était un mammouth. Bae regarda le garçon. « Comment tu le sais ?»« 4 pattes, rythme de pas lent, animal lourd, respiration, forte, calme. Pas un prédateur. Et ils vont vers le sud. Vous l'avez dit vous-même. »« Ils vont vers le sud, » répéta Bae. « Pourquoi le sud ?»« Plus chaud, » dit Gino. « Instinct. La température baisse. Ils vont là où il fait encore plus chaud. »« Nous devons y aller aussi, » dit Bae. « Nous devons rester ici, » dit Gino. « Pourquoi ?»« Parce que le sud plus chaud, c'est Séoul, Busan, grande ville. Il y a la panique là-bas maintenant, des foules, une lutte pour les ressources. Plus, les mêmes animaux. Plus, des gens qui sont plus dangereux que n'importe quel dinosaure quand ils ont faim et peur. » Bae resta silencieux. « Ici, forêt, cabane, ressources, nous connaissons les menaces. L'inconnu est toujours pire que le connu. » Bae réfléchit longtemps. « D'accord, » dit-il finalement. Gino hocha la tête. « À la au poil, » ajouta une bûche.
2 heures avant l'aube, mon tour de garde, dormez. B s'allongea. Suyeon s'allongea. Gino était assis près de la fenêtre, regardait dans l'obscurité, pensait au mammouth. Un animal qui avait survécu à une ère glaciaire. Il y a des millions d'années, survécu. Puis, s'était éteint pour d'autres raisons. Maintenant, vivant de nouveau, froid de nouveau, un cercle. La nature faisait un cercle, et les gens dans ce cercle, juste un autre animal, qui devait survivre à l'hiver. Gino regardait dans l'obscurité. Dehors, la neige tombait doucement, -17, et elle continuait de tomber. 27 novembre, aube, grise, épaisse. Il n'y avait toujours pas de soleil. Gino et Bae sortirent avec des pelles à 6 heures du matin. La pelle de Gino, une pelle de tourisme, pliante, achetée à Imart. Bae sortit de son sac à dos un outil de tranchée militaire. Court, mais robuste, bon acier. Suyeon, près de la cabane, vérifiait le périmètre, remettait les boîtes en place, surveillait. Ils avaient un convenu, ils ne crient pas sans raison. Un signal, soupçon, 2, danger. 3 rapides, nous rentrons immédiatement. Ils commencèrent par le côté nord. Le sol, gelé en surface sur 15 cm. La croûte était dure. En dessous, plus tendre. Gino frappa avec la pelle. Elle rebondit. Il frappa plus fort. Une fissure apparut. D'abord, il faut briser la croûte, dit Bae. Puis creuser. Qu'est-ce qui la brise plus vite? La hache. Gino prit la hache. Bae, l'outil de trancher à plat. Ils commencèrent à frapper la surface. La croûte s'effritait. Morceaux de glace et de terre. Lentement, mais ça avançait. Après 2 heures, les 5 premiers mètres du fossé. Profondeur 30 cm. Largeur 80, pas assez. Il faut qu'il ait un demi-mètre de profondeur, dit Gino. Je sais, dit Bae. On travaille. Ils travaillaient en silence. Bae creusait bien, méthodiquement, sans mouvements inutiles. Il était clair qu'il était entraîné physiquement. Gino, moins bon techniquement, mais plus endurant que lui-même ne s'y attendait. 3 ans de randonnée en montagne avaient donné quelque chose. À 10 heures du matin, Suyeon apporta du thé chaud, posa le thermos au bord du fossé. Ne gênez pas, retourna, silencieusement. Bae le regarda partir. « Un garçon inhabituel, dit-il. »« Oui, confirma Gino. Il vient d'où ? » ?»« De la ville en contrebas. Il est arrivé ici seul à travers la forêt la nuit. 12 ans. »« Oui, Bae prit le thermos. But, mon fils. »« À 12 ans aussi, dit-il d'une voix égale, sans expression. Il était à Séoul avec sa mère. Silence. Gino le regarda. « Vous avez essayé de les contacter ? Le téléphone ne fonctionne plus depuis 4 jours déjà. Le réseau s'est effondré. Quand tout se stabilisera, rien ne se stabilisera, dit Bae, calmement. Pas avec colère, juste une constatation. Vous le savez mieux que moi vous-même. Vous êtes scientifique. Vous avez vu les modèles. » Gino resta silencieux. « Je sais, dit-il enfin. Alors ne parlez pas de stabilisation. Bien, je ne le ferai pas. » Bae termina le thé, prit l'appel. On travaille. Midi, le fossé du côté nord, près, 10 mètres, un demi-mètre de profondeur, 1 mètre de large. Ils commencèrent le côté est, creusèrent. Au 3e mètre du côté est, la pelle de Bae Gonchan heurta quelque chose de différent. Pas de la pierre. Le son était différent. Pas un coup contre quelque chose de solide, plus étouffé, comme si un creux. Bae s'arrêta. « Gino. »« Oui. Vous avez entendu ?»« J'ai entendu. » Tous deux regardèrent dans la fosse. Bae retira prudemment la terre avec ses mains. Dégagea. Sous la couche de terre, une surface. Sombre. Pas de la pierre. Pas de la glace. Du bois. Vieux bois. Gino se pencha. Le toucha. Dense. Pas pourri, juste très vieux. Sombre à cause du temps et de l'humidité. Des rondins, dit doucement Bae. Oui. Une ancienne structure. Bien plus vieille que la cabane, dit Gino. À en juger par son état. Ils échangèrent un regard. On creuse plus loin, dit Gino. Ils dégagèrent 2 mètres le long des rondins. La forme apparut, un rectangle, un coin. Encore des rondins. Quelque chose sous terre, sous la cabane, ou à côté. Quelque chose de construit.
Sous-sol, dit Bay. Ou une cave, dit Gino. Ancienne, oubliée. C'est bon ou mauvais? Gino réfléchit. Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Après-midi. Ils mirent Dak le fossé de côté, se mirent à l'excavation. Trouvèrent une entrée, un couvercle en bois, presque pourri au-dessus mais gardant encore sa forme. Taille, 1 mètre sur 1 mètre. Charnières en fer, rouillées mais intactes. Bay souleva le couvercle. Odeur, terre, humidité, autre chose. Air ancien, sombre en bas. Gino prit la lampe de poche. Éclaira. Marche, en bois, 3. En bas, une petite pièce. Environ 3 mètres sur 3. Sol de terre, mur de terre renforcé avec des rondins. Sur des étagères le long des murs, des objets. J'y vais en premier, là, dit Gino. Je suis plus lourd. Plus utile si quelque chose s'effondre, dit Bay. Justement pour ça, vous restez dehors. Si ça s'effondre, quelqu'un de lourd est plus difficile à sortir. Bay réfléchit, accepta. Gino descendit. Les marches tinrent. Se tint dans la cave. Regardait autour avec la lampe de poche. Étagère, en bois, vieille. Dessus, des pots en argile avec couvercle. Plusieurs. Différentes tailles. Outils métalliques, rouillés. Fossiles. Ou quelque chose comme un piège primitif. Boîte en bois, grande, fermée. Serrure, rouillée, mais une serrure. Dans le coin le plus éloigné, un tas de pots. Roulés, sombres avec le temps. Gino alla vers les pots. Retira prudemment le couvercle de lin. Odeur, forte, salée. Éclaira avec la lampe. Bye. Oui? Il y a de la viande salée ici, dit Gino. De la viande dans du sel. Vieille, mais possiblement utilisable. Silence. Combien de pots? 9. C'est des provisions pour plusieurs mois, dit Bay. Si c'est utilisable. Nous vérifierons. Gino alla vers la boîte en bois. Essaya la serrure. Rouillé, céda après 3 coups avec le manche du couteau. L'ouvrit, éclaira avec la lampe. Se figea. Dans la boîte, des paquets dans du tissu. Beaucoup. Rangés soigneusement. En déballa un. Métal. Long, droit, pointe de lance. Forgé, fait à la main. Mais de haute qualité. Section en forme de losange. Longueur, 30 cm. Déballa le suivant. Le même. Le suivant, différent. Lame large. Hachette. Petite. Le suivant, chaîne, fer, courte, avec un crochet au bout. Gino, dit Bay d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Des armes, dit Gino. Long silence. Quel genre? Ancienne, forgées à la main. Mais, bon fer, il ne rouille pas vite s'il est stocké correctement. Des têtes? Lance, hachette, chaîne avec crochet. Gino compta. 8 pointes de lance, 3 hachettes, 2 chaînes. Quelqu'un se préparait à quelque chose, dit doucement Bay. Ou stockait simplement des outils, dit Gino. Ce ne sont pas des outils, ce sont des armes. Ouais, confirma Gino. Des armes. Prit la boîte. Commença à la soulever. Cabane. 3 personnes regardaient le contenu de la boîte. Suyon prit une pointe de lance, la tourna. Le fer est bon, dit-il. Pas de l'acier, mais dur, ne cassera pas. Comment tu connais le fer? Dit Bay. Mon grand-père était forgeron, dit simplement Suyon. Je regardais. Bay prit la pointe de lance, l'examina professionnellement. La mettre sur un manche, on obtient une lance. Manche de 2 mètres, 7 pointes, une arme à distance. Contre un petit raptor, possiblement efficace. Contre un grand, seulement dans un point vulnérable. Point vulnérable des raptors, dit Gino. Regardez Suyon. Le garçon réfléchit. Coup, sous les membres avant, les os y sont moins denses, yeux. Mais ils sont rapides. Touchés, difficiles. Pas attaqués, dit Gino. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, faire fuir une longue lance avec du feu au bout, visuellement plus grande et plus effrayante. Ils ont peur du feu, donc une lance de feu arrête plus vite. Bay le regarda. Torche sur une lance, confirma Gino.
Plus une vraie pointe de lance, double menace. Ça fonctionne en terrain ouvert, dit Bay. Dans la forêt, peu pratique. Une longue lance entre les arbres. Le fossé résout ça, interrompit Gino. Si le fossé brûle, il ne s'approche pas de la cabane, la lance. Pour les cas où nous sommes dehors. Bay hocha la tête. Logique. Su-Yeon était déjà en train d'attacher tranquillement un manche avec 2 longs bâtons qu'il avait apportés à l'avance. Ruban et corde. Gino le regarda. Le garçon ne demanda pas la permission. Il le fit simplement. C'était un trait distinct que Gino remarquait de plus en plus. Su-Yeon écoutait tout, mémorisait, puis agissait lui-même. N'attendait pas un ordre. Pas parce qu'il était désobéissant, parce qu'il avait compris avant les autres ce qu'il fallait faire. 12 ans, mais pas enfantin. Quelque chose chez ce garçon était inhabituel. Gino n'avait pas encore compris quoi exactement. Soir, le poêle brûlait. Nourriture, riz chaud avec de la viande salée de la cave. La viande salée, ils la vérifièrent prudemment. Odeur, forte mais pas pourrie. Bell essaya le premier. Habitude militaire. Ils attendirent 1 heure, normal, mangèrent le reste. Le sel avait conservé la viande. Ils étaient assis, mangeaient. Bae regarda Su-Yeon. Hamyang, dit-il. Tu as dit que tu étais là-bas avec un groupe. 4, puis 1. Su-Yeon leva les yeux. Oui? Qu'est-il arrivé aux autres? 2 sont partis plus tôt. Ils ont eu peur. Je ne sais pas où. Le 3e, la nuit dans la forêt, il a trébuché et crié. Voix égale, sans trembler. Ils sont venus au son. Silence. Tu l'as vu? Dit Bae. Pas une question. Oui. Et tu n'as pas crié? Non. Pourquoi? Su-Yeon le regarda directement. Parce que si je criais, il viendrait aussi pour moi. Shan-san. Je ne pouvais pas l'aider. Je ne pouvais qu'aider moi-même. Silence. Long. Bae regarda le garçon. 12 ans, dit-il. Vous l'avez déjà dit 2 fois, répondit calmement Su-Yeon. L'âge ne signifie rien. Les décisions signifient quelque chose. Bae se tut. Gino regardait le feu. Réfléchit. Quelque chose chez le garçon. Pas seulement un enfant intelligent. Trop froid, trop décisif, trop systématique. A vu une personne mourir à côté et n'a pas crié. Pas parce qu'il était sans cœur. Parce qu'à ce moment, il a calculé ce qui comptait davantage. Ceci n'est pas une pensée d'enfant. Ceci est la pensée d'une personne qui a déjà vu des situations extrêmes. Gino regarda Su-Yeon. Su-Yeon, oui, tu as déjà été dans une situation similaire auparavant. Avant tout ça, pas une question, une affirmation. Le garçon le regarda. Longtemps. Oui, dit-il enfin. Raconte-nous. Su-Yeon posa le bol de côté. Il y a 3 ans, j'avais 9 ans. Mon père et moi étions dans les montagnes, une randonnée. Un glissement de terrain s'est produit. Père s'est cassé la jambe. Nous étions seuls. 3 jours jusqu'au village le plus proche. Qu'as-tu fait? Demanda doucement Gino. J'ai fait une attelle avec des branches. Apporté de l'eau. Fait un feu. Le 2e jour, je suis allé au village moi-même, seul, par le sentier de montagne. Je suis revenu avec des gens le 3e jour. 9 ans, dit doucement Bae. L'âge ne signifie rien, répéta Su-Yeon, sans pathos. Simplement. Gino regarda le garçon. C'était donc ça. Pas seulement intelligent, pas seulement cultivé. Il était déjà passé par là, à petite échelle. Savait déjà ce qui décide. Savait déjà à propos de la peur, que la peur n'est pas une ennemie, la peur est une information. De telles personnes sont rares. Gino avait vu de telles personnes, dans la finance. Des analystes qui ne paniquent pas en crise, pas parce qu'ils sont insensibles, parce qu'ils l'avaient déjà vécu à l'intérieur, et en étaient sortis. Le garçon, à 12 ans, déjà comme ça. Bien, dit Gino. Alors tu comprends. Quoi exactement? Qu'ici, ce n'est pas une randonnée, pas 3 jours. Ah, c'est pour longtemps. Je sais. Et tu comprends ce que ça signifie? Oui? Su-Yeon regarda droit devant. Ça signifie que nous devons construire, pas seulement tenir bon. Exactement. Gino hocha la tête, alla à l'étagère, prit un carnet de rechange, il en avait acheté 2, le second qu'il n'avait pas ouvert. Le tendit à Su-Yeon. À toi, dit-il. Écris ce que tu remarques. Traces, comportement des animaux.
Météo, tout ce qui semble important. Soo-yeon prit le carnet, le regarda. Comme toi. Oui, l'information, c'est la survie. Pas seulement la hache et le bois de chauffage. Le garçon ouvrit le carnet. Écrivit en haut, observation. Soo-yeon, jour 12, et commença à écrire. 28 novembre. Ils travaillèrent sur le fossé. Côté S, presque près. Sud, commencé. À l'heure du déjeuner, Soo-yeon depuis le poste nord. Quelqu'un est là. 2 signaux. Danger. Tous deux se levèrent instantanément. Bae, pistolet. Jino, lance de feu. Pointe de lance, manche. Tissu huilé au bout. L'alluma à partir de la torche. Ils sortirent. Soo-yeon montra la direction. Nord-est. Arbre, ils regardèrent. Mouvement entre les troncs. Lent, prudent. Pas un animal. Trop prudent pour un animal. Les animaux ne pensent pas à se cacher des gens. Pas encore. Ils n'ont pas encore appris. Humain, dit doucement B. Nous restons, dit Jino. Attendons. La silhouette parmi les arbres s'arrêta. Les vit, longtemps. Puis, sortit. Une femme, environ 35 ans. Petite, cheveux noirs, rentrée sous un bonnet tricoté, épaisse doudoune, sale, déchirée à la manche. Derrière son dos, un petit sac à dos. Dans ses mains, rien. Mains visibles, vides. Visage, fatigué. Traits. Mais, regard clair, tendu. Regardait les 3 personnes. Un homme avec un pistolet, un homme avec une lance de feu, un garçon avec un couteau. S'arrêta à 15 mètres. Personne ne parla. Puis elle, la première. Je suis seule. Je marche depuis 3 jours. J'ai vu du feu la nuit. Voix rauque. Parle avec effort. S'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Si vous ne voulez pas, je partirai. Jino la regarda. Mouvement, aucun inutile. Se tient droite malgré la fatigue. Ne pleure pas, ne supplie pas. Parle à l'essentiel. Quel est votre nom, dit Jino. Yang Eun-seo. D'où venez-vous? De Namwon. J'étais à l'hôpital là-bas. Personnel. Quand tout a commencé, il n'y avait plus de patients. Je suis parti. Médecin? Infirmière. Service de chirurgie. 6 ans. Bae abaissa légèrement le pistolet. Jino regarda la femme. Infirmière de chirurgie. 6 ans. Matériel de suture dans le sac de Bae. Il y en a. Mais ni Jino ni Bae ne savent suturer des blessures. Pas vraiment. Soo-yeon peut faire une attelle. Mais une vraie aide médicale, non. Si l'un d'eux est gravement blessé, sans médecin, c'est la fin. Eun-seo aussi, commença Jino. Se corrigea. Sans forme d'adresse coréenne. Eun-seo, allez à la cabane. Nous donnerons de l'eau et de la nourriture. La femme expira, lentement, contrôlée. Pas du soulagement, une libération de tension. Alla vers eux. En approchant, Jino vit, la manche n'était pas seulement déchirée. En dessous, le tissu sombre, rouge sombre. Le bras, dit-il. Eun-seo regarda. Arbre, branche, il y a 3 jours. Je l'ai bandé moi-même. Montrez-le à l'intérieur. Cabane. Et Eun-seo retira sa veste. Avant-bras droit, bandé avec du tissu, serré, habilement. Elle-même était médecin, l'avait bandé correctement. Le déroula, plaie, coupure, 7-8 cm, profonde. Soo-yeon regarda, fronça les sourcils. Il y a une inflammation, dit calmement Eun-seo à propos de sa propre blessure. Un peu, mais les bords sont propres. Pas de puce. De quoi avez-vous besoin? Demanda Jino. Antibiotiques, antiseptiques, nouveau bandage. Suturer serait bien, mais 3 jours ont passé. On ne suture plus si tard. Il y a des antibiotiques, dit Jino. Alla à la trousse de premiers soins. L'ouvrit. Eun-seo regarda le contenu. Bonne trousse de premiers soins. J'ai essayé. Amoxicilline, ça ira. Pris le paquet. Elle-même. Sans permission. 3 fois par jour, 5 jours. L'inflammation disparaîtra. B se tenait près du mur. Observait. Puis, doucement, à Jino. Elle traite sa propre blessure comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Je vois, dit doucement Jino. Pas de nerfs ou habitué. Le second, dit Jino. 6 ans de chirurgie, a tout vu,
Sa propre blessure, une petite chose. Unseo refit son bandage, soigneusement. D'une main, la gauche. Avec la droite, elle aidait avec ses dents pour tenir l'extrémité du bandage. Mouvement familier. Se leva. Regardez tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Combien êtes-vous? Depuis combien de temps? 13e jour, dit Gino. 3? Plus précisément, il y en avait 2, puis 3, maintenant 4. Cabane, provision, fortification. Raptor à proximité. Une meute. J'ai vu des traces en chemin. J'ai contourné. Comment avez-vous contourné? Je suis allé contre le vent, dit simplement Unseo. Ils chassent d'abord à l'odorat. Si l'odeur est derrière vous, ils ne vous sentiront pas immédiatement. B haussa les sourcils. Vous saviez pour les raptors à l'avance? Non, logique. Les chiens fonctionnent de la même manière. Les reptiles aussi. J'ai juste réfléchi. Gino la regarda. 4e personne, médecin, chirurgical, pratique, réfléchit en bougeant, a trouvé la cabane grâce au feu, a marché contre le vent dans la forêt pendant 3 jours, seul, a survécu. Unseo, dit Gino, les conditions sont les mêmes que pour les autres. Nous travaillons ensemble, les ressources sont partagées, les décisions discutées. Personne ne commande seul. Compris? Vous avez besoin de moi comme médecin. Oui. J'ai besoin de vous comme abri et groupe. Oui. Échange honnête. Unseo hocha la tête. J'accepte. Suyeon la regarda, puis écrivit quelque chose dans le carnet. Unseo remarqua. Qu'est-ce que tu écris? Observation, dit le garçon. Chaque nouvelle personne, observation. Qu'as-tu écrit sur moi? Suyeon leva le carnet. Lut à voix haute. Jang Unseo, médecin, pratique. Réfléchis vite, ne panique pas. Blessure au bras droit, ne se plains pas. Confiance, prudemment. Vérifiez avec le temps. Unseo le regarda. 12 ans? Déjà fatigué de répondre à cette question, dit Suyeon. Unseo, pour la première fois, sourit, brièvement. Bien, se tourna vers Gino. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fossé, en dit Gino. Allons-y. 2e approche de Raptors, il s'y attendait. À 1 heure. Maintenant, ils montaient dehors la garde à tour de rôle. Tous les 4. 1h30 chacun. Unseo était de garde, premier tour. À 1h15, réveilla tout le monde. Calmement, sans panique. Boîte, est et ouest en même temps. Ils se levèrent rapidement. Gino, à la fenêtre ouest. Bay, à l'interstice et dans le mur. Suyeon, au centre. 2 lances de feu prêtes. Dehors, mouvement. Mais différent d'hier. Hier, ils allaient à découvert, tournaient autour du périmètre sans beaucoup se cacher. Maintenant, silencieux, très silencieux. Gino écouta. Pas, à peine audible, comme si délibérément plus lent, plus prudent. Il se souvenait en d'hier, savna que ceux à l'intérieur réagissent au bruit. Il bougea silencieusement. Bay, doucement, 2 à l'est, se déplacent le long du périmètre. Lentement. À l'ouest. Je ne vois pas, dit Gino. Mais les boîtes ont sonné. Diversion, dit Suyeon. Tout le monde le regarda. 2 à l'ouest ont secoué les boîtes, délibérément. Attire l'attention là-bas. Attaque principale depuis l'est. Ou depuis le nord. C'est silencieux là-bas. Trop silencieux. Bye. À la fenêtre nord. Regardez par l'interstice. Il y en a un, grand, debout près du périmètre. Il regarde. Il observe, dit Gino. Il se coordonne, dit Suyeon d'une voix égale. Ce ne sont pas seulement des animaux de meute. Ils agissent tactiquement. Silence dans la cabane. Personne ne répondit, parce que le garçon avait raison. Et cela changeait tout. Bye, dit doucement Gino. Celui du nord, à quelle distance? Environ 7 mètres, au-delà du périmètre. Il ne bouge pas? Non, debout. Regarde la cabane. Il observe notre réaction, dit Gino. Il regarde où nous regardons. Il voit la lumière par les interstices, dit Suyeon. Voilà les ombres. Comprennent à peu près où nous sommes. Gino réfléchit rapidement. Unseo, prends une torche. Tiens-toi près du mur sud. Pas à la fenêtre. Près du mur. Projette une ombre. Unseo prit la torche. Se tint là, son ombre, sur le mur, sur celui du sud. Ils penseront que quelqu'un surveille depuis le sud.
dit Suyon. Exactement. Jino abaye. Ceux de l'Est, que font-ils? L'un s'est arrêté, le second, lentement le long du périmètre. Cherche un point faible, dit Jino. Tu te souviens où le fossé est inachevé? Coin sud-est, dit Bae. Ils iront là. Le fossé là-bas n'a que 20 cm, dit Suyon. Ils sauteront. Je sais. Jino prit la deuxième lance de feu, l'alluma. Quand ils approcheront du coin sud-est, je sors. Bae, brusquement. Non. Bae, une seule sortie. Si vous sortez, la porte est ouverte. Je sors. J'ai un pistolet. Pistolet? Bruit. Attirera les autres. La torche attirera aussi. La torche fera fuir. Le pistolet provoquera. Bae le regarda. Une seconde. Vous avez raison, dit-il. Je couvre depuis la porte. Si quelque chose vient, je tire en l'air. Le son les dispersera. Compris. Jino, à la porte. Suyon lui attrapa le bras. Jino regarda le garçon. Prends la résine, m'en dit Suyon. Lui tendit la boîte. Jette-la sur le fossé s'il ne brûle pas. Ça s'embrasera mieux. Jino prit la boîte. Sortit. Dehors, -20. Un coup de froid. Instantané. Le feu sur la lance s'embrasa plus fort dans le vent. Jino bougea rapidement. Le long de la cabane. À droite. Vers le coin sud-est. Vit. 2 raptors. L'un au bord même du fossé inachevé. Regardant en bas, étudiant. Tête. Au niveau de l'épaule de Jino. Corps long, puissant. Dans le noir, yeux brillants, jaunes, pupilles verticales. Le second, un peu plus loin. Regardait Jino. Le feu. Le premier raptor vit Jino. Recula. Un pas, involontaire. Le corps réagit avant l'esprit. Feu. Mais ne s'enfuit pas. Regardait. Évaluait. Jino marchait lentement. Ne courait pas. Courir, impossible. Les prédateurs réagissent à la fuite. Instinct de poursuite. Lentement, droit, avec la torche devant. Le second raptor fit un pas sur le côté. Essaya de contourner. Jino se tourna de côté, un œil sur le premier, l'autre sur le second. Déplaça lentement la lance. Jeta de la résine sur la section inachevée du fossé. Approcha la torche. Flash. Le feu jaillit, vif, soudain, haut. Les 2 raptors sautèrent en arrière. Brusquement, par réflexe. Le second émit un son. Ce même son guttural. Ordre. Des pas depuis le nord s'éloignèrent. Des pas depuis l'ouest s'éloignèrent. Les 2 devant Jino se tinrent debout. Regardèrent le feu. Puis, lui. Le premier raptor pencha la tête. Lentement, comme s'il étudiait. Jino resta immobile. Regardait droit dans les yeux jaunes. Ne détourna pas le regard. C'est important. Les prédateurs lisent par le regard. Regard détourné, faible. Regard droit, incertain. L'incertain est dangereux. Seconde, longue. Puis le premier raptor recula. Un pas, deuxième, se tourna, alla dans la forêt. Le second, après lui. Silence. Le feu dans le fossé brûlait, petit mais insuffisant. Jino se tenait debout, respirait. Mains ne tremblaient pas. Cœur, rapide, très rapide. Mes mains, calmes. Retourna à la cabane. Tout le monde le regarda. « Ils sont partis », dit-il. Ferma la porte. Verrou s'assit sur le sol. Unseo apporta de l'eau. Silencieusement. Jino but, Bae, près de la fenêtre. Regardait dehors. « Dégagez », dit-il. « Ils sont tous partis. Ils reviendront », dit Suyon. Ouvrit le carnet, écrivit. « Qu'est-ce que tu écris » demanda Jino. « Comportement », sans lever les yeux. Ils ont agi en coordination. 3 ont distrait depuis différents côtés. 1 a cherché un point faible. Ce n'est pas leur première fois. Ils l'ont déjà fait avant, avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, demanda Eonseo. Il n'y avait plus de gens ici. Pas avec des gens, dit Suyon. Chasse en meute, c'est une tactique pratiquée. Ils l'utilisaient sur des animaux, avant qu'ils ne dégèlent, dans cette vie-là. Ils se souviennent. Silence. Mémoire musculaire, dit doucement Jino. Oui, ou quelque chose de plus profond. Suyon ferma le carnet. Cela signifie qu'ils continueront à apprendre. Chaque fois, un peu mieux.
Personne ne protesta, parce que c'était vrai. Gino s'allongea sur le dos. Regardez le plafond. Les raptors étaient plus intelligents qu'ils ne l'avaient semblé. Mais eux-mêmes étaient aussi devenus plus intelligents au cours de ces 13 jours. La question était, qui apprend plus vite? Les raptors ont l'instinct et la meute. Ils ont la raison et un plan. Pour l'instant, égalité. Demain, ils verront. Ferma les yeux. Derrière la fenêtre, la neige tombait de plus en plus épaisse. Moins 22. Et elle continuait de tomber. 29 novembre. Le fossé fut terminé à 3 heures de l'après-midi. Périmètre complet. 42 mètres. Profondeur. 45 cm. Largeur. 1 mètre. Rempli de branches sèches, de bûches résineuses, d'écorces de bouleau, ça brûle vite et fort. Gino fit le tour du périmètre. Regardez. B marchait à côté de lui. Assez de résine? Demanda B. Pour 3 allumages complets. Ensuite, seulement des branches sèches. Elles brûlent de plus lentement. Donc 3 fois, et ensuite c'est tout. Ensuite, nous retrouverons de la résine. Pins à proximité. Tous les 2 jours, réapprovisionner le fossé. B hocha la tête. Regardez le fossé. Bon travail. Notre travail, dit Gino. Votre idée. Une idée n'est rien sans des mains. B le regarda, brièvement. Quelque chose dans ce regard, pas entièrement lisible, pas hostile, plutôt évaluateur. Comme une personne qui avait travaillé longtemps dans une hiérarchie et avait l'habitude de comprendre qui commandait, et regardait non parce qu'il ne l'avait pas accepté, mais parce qu'il vérifiait encore. Gino n'expliqua pas. Retourna simplement. Soir, NCO, inspecta les fournitures médicales, les étala, comptait. À voix haute. Amoxicilline, un traitement pour 5 personnes pendant 3 semaines. Antidouleur, 1 mois avec une utilisation modérée. Bandage, bien, beaucoup. Iode, 2 flacons. Antiseptique, 3 fioles. Matériel de suture, il y en a un peu. Fourniture militaire du sac à dos de B. C'est peu si quelqu'un est gravement blessé. Qu'est-ce qu'il faut? Demanda Gino. Des antidouleurs puissants. Pas de l'ibuprofène, kétamine, tramadol, quelque chose de réel. 6 fractures compliquées, 6 plaies déchirées, sans soulagement correct de la douleur, une personne tombe en état de choc. Le choc tue plus vite que la blessure. Où en trouver? Hôpital ou pharmacie? NCO le regarda. Il y avait un hôpital à Hamyang. Je viens de là. 3 jours à pied. 2,5 si on connaît la route. Je la connais. Il y avait des gens là-bas quand vous êtes partis. Quelques-uns. Du personnel qui n'a pas réussi à évacuer. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Et des animaux, dit B depuis le mur. Oui, et des animaux. Silence. Nous ne touchons pas à ce sujet pour l'instant, dit Gino. Médicaments. Une réserve nécessaire, mais pas critique maintenant. D'abord, la sécurité ici. Ensuite, un raid. Raid, répéta NCO. Un bon mot. Un mot exact. La nuit, Suyon ne dormait pas. Gino le remarqua. Se leva, s'assit à côté de lui. Le garçon était assis avec le carnet près du poêle mourant. Écrivait, barrait, réécrivait. « Quoi ?» demanda doucement Gino. Suyon montra le carnet. Sur la page, un diagramme, dessiné à la main. La cabane au centre. Autour, lieu marqué où les raptors avaient été vus. Flèche, direction de mouvement. Heure, à côté de chaque flèche. « Regarde !» dit doucement le garçon. Première approche depuis le nord. Puis, une tentative depuis l'est et l'ouest en même temps. Puis, reconnaissance depuis 3 côtés à la fois, attaque principale depuis le sud-est. Je vois. Chaque fois, un côté différent. Chaque fois, plus compliqué. Mais il y a un schéma. Gino regarda le diagramme. Ils ne viennent jamais du sud. Suyon leva les yeux. Oui, pas une seule fois. 3 approches. Le sud est toujours dégagé. Pourquoi? Le garçon resta silencieux une seconde. Je ne sais pas exactement, mais depuis le sud, il y a le plus souvent le vent. L'odeur va vers le nord. Ils approchent tombent contre l'odeur. Depuis le nord, l'est, l'ouest. Et depuis le sud, l'odeur va directement vers eux.
Ils n'aiment pas ça. Notre odeur. La fumée plutôt, hein, dit Suyeon. Le poil. Résine. C'est le sud. Le tuyau sort là. Odeur constante de fumée depuis le sud. Il contourne. Jino regarda le diagramme. Correct. L'enfant, en 3 jours d'observation, avait identifié un schéma que Jino lui-même n'avait pas remarqué. Donc quoi, dit Jino. Si nous devons sortir par le côté sud. Ouais, depuis le sud, plus sûr. Tant que le vent vient du sud, s'il change, tout change. Suivre le vent chaque jour. Je le suis déjà. Suyeon montra une autre page. Tableau. Jour. Direction du vent. Température. Approximative, sans thermomètre. Au ressenti. Ici, 10 jours. Jino regarda le tableau. 10 jours d'observation. Systématique. Sans ordre de quelqu'un d'autre. Bien, dit Jino. Très bien. Suyeon ne sourit pas. Hocha simplement la tête. Ferma le carnet. Encore une chose, dit le garçon. Quoi? Aujourd'hui, quand tu t'es tenu devant le grand raptor, tu l'as regardé dans les yeux. Il a penché la tête. Avant de partir. Oui, je m'en souviens. J'ai déjà vu ce mouvement. Suyeon resta silencieux. Les chiens font ça. Quand ils voient quelque chose d'incertain, ils penchent la tête. Étudier. Donc il m'étudiait. Oui, mais aussi, ce mouvement arrive quand un animal est incertain, quand quelque chose ne se passe pas selon le plan. Tu l'as troublé. Il n'a pas compris pourquoi tu ne courais pas. Ça l'a déstabilisé. Jino regarda le garçon. Tu veux dire que la confiance fonctionne? Pas la confiance. Suyeon réfléchit. L'imprévisibilité. Ils s'attendaient à ce que tu cours. Tu n'as pas couru. Ça les a arrêtés plus fortement que le feu. Ils ont peur du feu, mais ils s'habitueront à la peur. Il est plus difficile de s'habituer à l'incertain. Long silence. Jino regarda le feu dans le poêle. « Tu penses comme un chasseur, dit-il. »« Non. » Suyeon secoua la tête. « Je pense comme une proie qui ne veut pas être une proie. » Jino regarda le garçon de 12 ans. Une proie qui ne veut pas être une proie. Ceci était la meilleure description de la survie qu'il avait entendue. « Dors, » dit Jino. Tôt demain, Suyeon s'allongea, ferma les yeux. Après 1 minute, dormit. Jino resta assis, prit le carnet du garçon. Regardait le diagramme. Sud, sûr, pour l'instant. L'écrivit dans son propre carnet. Puis, une autre pensée, les raptors apprennent. Chaque fois mieux. Ils apprennent parce qu'ils ont faim et qu'ils ont du temps. Le groupe a aussi du temps. Tant qu'il y a de la nourriture et de la chaleur, qui est plus rapide, ils verront. Mais l'avantage maintenant est au groupe. Il faut l'utiliser. 30 novembre. Matin. Baekgyeon était assis près de l'entrée et nettoyait le pistolet. Méthodiquement. Le démonta, essuya chaque pièce, le remonta. Jino s'assit à côté de lui. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent silencieux. Puis Jino. « Bye, vous avez marché 3 jours depuis le nord. Qu'avez-vous vu là-bas? Pas les animaux, la situation. » Bae remonta le pistolet, inséra le chargeur. « J'ai traversé 3 villages, dit-il d'une voix égale. Le premier, vide. Les gens étaient répartis de façon organisée, visibles aux traces. Convois, voitures. Ils avaient pris des choses. Le deuxième, différent. Quoi dans le deuxième? Signe de lutte, porte cassée, fenêtre brisée. Les gens ne sont pas partis. Ils ont été chassés. Ou qui sont partis dans la panique, ont tout abandonné. Animaux? Il y avait des traces, mais autre chose aussi. Traces humaines. Beaucoup de gens sont allés dans une direction. Ouest. Punne, une maison brûlée. Délibérément. Pas par accident. Délibérément. Avec tout à l'intérieur. Pillard, dit Jino. Ou pire. Bae regardait droit devant. J'ai vu ça dans l'armée. Quand un groupe de gens décide que les règles ne fonctionnent plus, ils ne prennent pas seulement les choses des autres. Ils nettoient derrière eux. Silence. Nettoient pourquoi? Pour que personne d'autre ne prenne la même chose après eux. Les ressources sont rares. Les concurrents ne sont pas nécessaires. Jino écoutait. Le 3e village, dit-il. Le 3e, il y avait des gens. Vivants. Bae parlait sans intonation. 7 personnes.
Vu de loin. Armés, fusils de chasse, un quelque chose fait maison. Ils m'ont vu, ont commencé à crier. Partez, il n'y a rien ici, partez. Vous êtes partis. Je suis parti. Haha. 7 personnes avec des fusils contre un pistolet. Pas mon arithmétique. Ils protégeaient simplement les leurs, dit Gino. Peut-être, dit Bai, ou peut-être du deuxième village. Long silence. Donc les gens sont aussi une menace, dit Gino. Les gens sont toujours une menace. Bai le regarda. Vous auriez dû le savoir avant moi. Je le savais, mais la théorie est une chose. Maintenant la pratique. Gino se leva, alla vers la carte que Bai avait apportée. Elle était accrochée au mur. Regardez, la cabane, loin des routes principales. C'est bien, les gens au hasard ne la trouveront pas facilement. Mais le feu la nuit est visible de loin. Unseo l'a trouvé grâce au feu. D'autres la trouveront aussi. Ceci est à double tranchant. Pour les bonnes personnes, le feu est un phare. Pour les mauvaises aussi. Il faut réfléchir au feu la nuit, dit Gino. Comment le cacher aux observateurs lointains? Cacher le feu dans la forêt en hiver. Difficile, dit Bai. Pas cacher, réduire la visibilité. Le fossé brûle. Feu haut, visible de loin. Si le fossé seulement en cas de danger, le reste du temps calme. Le poêle à l'intérieur, tuyau dehors. Fumée visible le jour. Feu la nuit, non. Alors la nuit, nous n'allumons pas le fossé sans nécessité, dit Bai. Ouais, seulement sur ordre. Bai hocha la tête. Raisonnable. Mais les raptors, sans feu ils approcheront. Torches autour du périmètre. Petites, sur des pieux. Elles sont au niveau du sol. Éclairent vers le bas, pas vers le haut. Presque invisibles de loin. Chat, l'effet pour les raptors est là, de loin, imperceptible. Bai réfléchit. Il faut vérifier. La nuit, aller plus loin dans la forêt, voir à quel point la cabane est visible. Bonne idée, nous le ferons ce soir. J'irai, dit Bai. Vous, à l'intérieur. Ensemble. Non, un seul, moins de bruit, plus rapide. Je suis militaire. Ceci, c'est mon domaine. Gino le regarda. Vrai. Ceci était son domaine. Reconnaissance, évaluation du terrain, déplacement la nuit. Bien, dit Gino. Mais Suyon surveille depuis ici. Signal, 2 sifflements. Si vous ne revenez pas dans 1 heure, nous n'allons pas chercher. Bai le regarda. Dur. Honnête, dit Gino. Une personne ne vaut pas 3. Long silence. D'accord, dit Bai. Logique correcte. Il dit cela sans offense. Juste, d'accord avec les mathématiques. Gino le remarqua et le nota. Bai sortit à 23 heures. Sombre. -25. Pleine lune. La neige reflétait la lumière. Visibilité, pas mauvaise. 20 mètres sans lampe de poche. Bai partit sans lampe de poche. Bougeait comme on lui avait appris. Lentement. Pied, pointe d'abord, puis talon. Sans mouvement brusque, respirait dans son col. La vapeur ne trahissait pas sa position. 30 mètres de la cabane, 50, 80. Se retourna, regardait la cabane. Torche autour du périmètre, visible. Point orange dans l'obscurité. Mais, bas, au niveau du sol, depuis 80 mètres, plutôt comme des lucioles qu'un phare. Fumée du tuyau, il y en a. Mais la nuit, contre le ciel sombre, presque invisible, légèrement plus clair que l'obscurité, seulement si on sait où regarder. Bien, avança plus loin. 100 mètres, s'arrêta, écouta. Forêt, silencieuse. La neige absorbait les sons, son propre silence, spécial. Puis, à droite, mouvement. Bai se figea, ne se tourna pas immédiatement. Lentement, l'épaule d'abord, puis la tête. 30 mètres à droite, entre les arbres. Silhouette, grande, très grande. Pas un raptor. Bai regarda. La créature se tenait entre 2 pins. Hauteur, 3 mètres et demi. Corps massif, dense. Jambes courtes par rapport au corps. Tête, ronde, grande, abaissée bas. Long nez. Fourrure, sombre, longue, pendante. Mammouth, jeune, à en juger par la taille. Adolescent.
Un adulte serait 2 fois plus grand. Se tenait et regardait Bay. Bay se tenait et regardait le mammouth. Il ne bougeait pas. Mammouth expira bruyamment. Un nuage de vapeur passa d'un pied à l'autre, lentement, nerveusement. Effrayé, comprit Bay. Pas agressif, l'effrayé. Leva lentement la main, paume ouverte vers l'avant. Un geste sans signification pour un animal qui ne connaît pas les humains. Mais lent, non alarmant. Le mammouth regarda, puis baissa la tête. Commença à creuser la neige avec sa trompe, lentement, cherchant quelque chose sous la neige. Herbe gelée, affamée. Bay recula doucement, un pas en arrière, 2, sans détourner le regard. Le mammouth ne réagit pas. Creusait la neige. Bay s'éloigna de 20 mètres, puis se tourna, retourna. Dans sa tête, une pensée qu'il ne chassa pas. Mammouth seul, jeune, affamé. Mammouth signifie plusieurs tonnes de viande. Ils survivent avec de la nourriture végétale. Donc pas directement dangereux, mais si coincé, si effrayé, peut piétiner sans réfléchir. Et, si les raptors tombent dessus, le bruit sera énorme. Près de la cabane, il faut garder cela à l'esprit. Retourna à la cabane en 50 minutes. Suyon, près de la porte, avec un couteau, attendait. Dégagez? Doucement. Dégagez. Bay entra. Vu un mammouth, jeune, à l'ouest de nous, environ 100 mètres. Tout le monde écouta. Bay raconta à propos de la cabane. Visibilité, à propos des torches, à propos de la fumée. Bien, dit Gino. Maintenant nous savons. Encore une chose, dit Bay. S'assit. Resta silencieux une seconde. Sur le chemin du retour, depuis le nord, loin, environ 2 kilomètres. Quoi? Feu, grand. Pas une torche, un feu de camp, un grand feu de camp. Silence. Des gens, dit Gino. Oui? Bay le regarda. Quelqu'un a allumé un grand feu à 2 kilomètres au nord. La nuit. Sans se cacher. Soit ils ne savent pas qu'il est visible, dit Gino. Soit ils s'en fichent, dit Bay. Ou, délibérément. Un signal. Un signal pour qui? Pour nous. Ou pour d'autres comme eux. Suyon écrivit dans le carnet. Unseo resta silencieuse. Réfléchit. Demain, nous regardons, dit Gino. Matin, de loin. J'y vais, dit Bay. Nous y allons ensemble, dit Gino. Les autres, ici. Bay ne discuta pas. 1er décembre. Ils sortirent à 8 heures du matin. Gino et Bay. Suyon. Briefing avant le départ. Strict, court. Unseo et toi, dans la cabane. Porte, 2 verrous. Sortir seulement si nécessaire. Fossé, ne pas allumer sans besoin extrême. Si après 3 heures nous ne sommes pas revenus, attendez encore 1 heure. Puis, à votre discrétion. Suyon hocha la tête. Unseo hocha la tête. Suyon, ajouta Gino. Tu es le responsable. Le garçon le regarda. Puis Unseo. Unseo haussa les épaules. Je me fiche de savoir qui est responsable. Tant que tout le monde est vivant. Suyon accepta cela. Hocha sérieusement la tête. Bien. Ils allèrent vers le nord. Neige profonde, jusqu'aux genoux par endroits. Avançaient lentement. Bay allait devant, lisait les traces dans la neige. Habitude. Montrait de la main. Quelqu'un s'est tenu ici. Ici, un grand animal est passé, il y a longtemps, traces recouvertes. Gino marchait derrière lui, regardait devant. Après 40 minutes, ils sentirent la fumée, odeur, bois, autre chose, viande. Ils échangèrent un regard. Rôtissage, dit doucement Bay. Ou brûlage, dit Gino. S'approchèrent, prudemment. Derrière les arbres, s'arrêtèrent, regardèrent, clairière, grand feu de camp, maintenant petit, braise, visible qu'ils avaient beaucoup brûlé la nuit. Autour du feu, des gens, 8 personnes, différents âges, habillés chaudement, chacun avec ce qu'il avait. 2 hommes avec des fusils de chasse, une femme avec une hache à la ceinture. Les autres, sans armes évidentes. À côté, 2 tentes, militaires, kaki, cuisine. Au-dessus du feu, sur un support fourchu fait maison, quelque chose pendait. Viande, grands morceaux, parlait doucement.
Voix fatiguée. Gino les regarda. 8 personnes, pas agressifs, assis ouvertement près du feu. Ne se cachent pas. 2 avec des fusils, mais garde, pas attaque. Différents âges. Il y a une femme âgée, il y a des jeunes dans la vingtaine. Pas un groupe organisé, rassemblé au hasard. Bas et doucement. Pas du 3e village. Ils étaient 7 là-bas, et ceux-ci sont 8. Différents. D'où ils viennent, nous ne le savons pas, dit doucement Gino. Où ils vont, aussi? On sort? B resta silencieux une seconde. Vous décidez. On sort, dit Gino, lentement, main visible. Je parle. B hocha la tête, éloigna sa main du pistolet. Ils sortirent de derrière les arbres, 8 paires d'yeux, instantanément. Les 2 avec les fusils les levèrent. Réflexe. Gino leva les mains. Bae les leva, lentement. Pacifiquement, dit Gino. Nous sommes 2, pas plus. Silence dans la clairière. L'un des hommes avec un fusil, environ 50 ans, grand, visage buriné, regardait sans cligner. D'où? Du sud, cabane. Nous avons vu votre feu la nuit. Et vous êtes venus. Et nous sommes venus. Pourquoi? Gino le regarda directement. Pour voir qui vous êtes, une menace ou non. L'homme avec le fusil ne l'abaissa pas. Mais quelque chose dans son visage changea, évalua. Honnête, dit-il. Oui. Vous avez des armes? Pistolet? Il l'a, fit un signe vers Bae. Couteau avec moi. Rien d'autre? Pistolet au sol? Non, dit calmement Gino. Encore. Ce n'est pas négociable, dit l'homme. Alors, nous ne sommes pas sur le même chemin. Gino ne bougea pas. Si vous voulez parler, avec les armes. Vous avez 2 fusils. Nous avons un pistolet. Votre avantage reste de toute façon. Long silence. Derrière le dos des tireurs, une femme sortit. Environ 60 ans. Petite, écharpe chaude sur la tête. Regardez Gino. Qu'il les baisse, dit-elle au tireur. L'homme au fusil la regarda. Hansi, baissez-les, répéta la femme. Sans menace, juste clairement. Les 2 fusils s'abaissèrent. La femme s'approcha de Gino, le regarda de bas en haut. Petite, mais pas faible. Je m'appelle Anne Boksoon. J'ai 61 ans. Avant tout ça, institutrice à l'école primaire. Vous? Choix Gino, scientifique, astrophysicien. Han Boksoon le regarda une seconde. Vous saviez? Pas une question. Oui, dit Gino. Depuis longtemps? Un jour avant l'impact. Pourquoi n'avez-vous pas averti les gens? Le gouvernement se taisait. Je n'avais pas de plateforme. J'ai passé le temps à me préparer. Honnêtement, sans excuse. Han Boksoon le regarda longtemps. Donc la cabane est fortifiée. Il y a des provisions. Pas une question. Logique. C'est pourquoi vous êtes venu regarder. Pas pour demander de l'aide. Correct. Alors quoi? Gino baissa les mains. Nous sommes 4. Vous êtes 8. L'hiver ne fait que commencer. Han Boksoon écoutez. Continuez. Ensemble, plus de chance. Mais je ne dis pas venez chez nous. La cabane, 4 maximum. Pas d'espace. Je dis échange d'informations. Coordination. Si vous avez un problème que nous pouvons résoudre, dites-le nous. En retour, la même chose. Alliés à distance, dit Han Boksoon. Oui. La femme réfléchit. Longtemps. 8 personnes la regardaient, attendaient. C'est elle qui décide pour eux, comprit Gino. Pas les tireurs. Elle. Bien, dit Han Boksoon. Asseyez-vous. Mangez avec nous. Nous parlerons. 2 heures dans la clairière, la viande sur le support fourchu se révéla l'être du sanglier. Les chasseurs dans le groupe étaient 2 jeunes hommes. Ils avaient réussi à l'avoir hier. Ils mangèrent, parlèrent. Gino écoutait plus qu'il ne parlait. Le groupe s'était rassemblé par hasard, des villageois de 2 endroits différents. Ils étaient d'abord allés vers le sud, puis étaient tombés sur des raptors près de l'autoroute. 2 blessés, personne n'est mort, mais ils ont eu peur. Se sont enfoncés dans la forêt, ont trouvé cette clairière. Ils sont ici pour le 3e jour. Nourriture, assez pour une semaine. Ensuite, seulement la chasse. Expérience de chasse, 2 longs. Médicaments, presque aucun.
2 avec des blessures de raptor. Superficielles, mais l'inflammation commence. Gino. Bae, doucement. Un CO, dit-il. Bae comprit. Risqué. Si nous disons que nous avons une médecin, si nous ne le disons pas et qu'il meurt d'infection, nous perdons des alliés potentiels. Ou ils viennent à la cabane. Ou nous amenons la médecin ici. Une fois. Examen. Aide. Ensuite, ils savent que nous en avons une, mais ne savent pas exactement où. Bay réfléchit. Distance de 3 heures, dit-il. Nous irons là-bas et reviendrons. Il sera déjà midi. Nous y arriverons avant la nuit. Alors, nous nous mettons d'accord maintenant. Demain, un CO vient avec nous. Bae hocha la tête. Gino se tourna vers Han Bok-soon. Vous avez 2 personnes avec une inflammation due à des blessures. La femme ne fut pas surprise qu'il le sache. Oui, demain nous reviendrons, avec une médecin. En retour, des informations, ce que vous avez vu en venant ici, tout ce que vous avez vu. Han Bok-soon le regarda. Qu'est-ce qui vous intéresse exactement? Tout, dit Gino. Chaque détail. Ils repartirent. Bae resta silencieux pendant les 20 premières minutes. Puis, sans regarder, vous leur faites confiance. Non, dit Gino. Mais je les utilise. Différence, la confiance, émotion, l'utilisation, calcul. Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin d'eux. Tant que les intérêts coïncident, nous coopérons. S'ils cessent de coïncider, nous réévaluons. Bae marchait. Vous êtes comme ça avec tout le monde? Demanda-t-il. Avec nous aussi? Gino resta silencieux. Avec tout le monde. Calcul d'abord. Avec vous. Le calcul a coïncidé avec ce que je pense de vous en tant que personne. C'est différent. Que pensez-vous de moi en tant que personne? Que vous n'abandonnerez pas, dit Gino. Quand ce sera difficile. Vous ne partirez pas. Long silence. Comment le savez-vous? Vous nettoyez le pistolet chaque jour, dit Gino. Pas parce que c'est nécessaire, parce que l'ordre. Les gens qui gardent l'ordre dans les petites choses, le gardent aussi dans les grandes. Ben ne répondit pas. Il marchait. La neige craquait sous les pieds. Moins 27, soir, cabane. Ils racontèrent à Eun-seo et Su-yeon à propos du groupe. Eun-seo accepta immédiatement. Réflexe professionnel. Les blessés en avaient besoin. Su-yeon écrivit dans le carnet tout ce que Gino avait raconté sur le groupe. Silencieusement. Puis leva la tête. Han Bok-soon, enseignante. Oui? Elle décide là-bas. Oui? Pourquoi décide-t-elle? Il y a des hommes avec des armes là-bas. Parce qu'ils lui font confiance, dit Gino. Pas parce qu'elle est physiquement plus forte, parce qu'elle est une encre, calme. Quand tout le monde panique, quelqu'un qui ne panique pas est nécessaire. Il s'accroche à elle. Su-yeon y réfléchit. Comme toi pour nous, dit-il. Gino le regarda. À peu près. Tu ne paniques pas, dit le garçon. Pas de flatterie, juste une observation. J'ai observé. Quand les raptors la nuit, tu t'es levé et tu as réfléchi. Tu n'as pas crié, tu n'as pas couru partout. Ça tient les autres. Eun-seo, ne regardez pas, mais écoutez. Bae regardait le feu. Tout le monde tient quelque chose, dit Gino. Bae tient la sécurité, Eun-seo tient la santé. Tu tiens l'information. Moi, je tiens le plan. Et si le plan s'avère faux, demanda Bae. Alors nous changeons le plan. Pas les personnes. Le plan. Le feu dans le poêle crépitait. Chaleur. Dehors. Moins 28. Déjà, à 22h40, le système d'alarme. Une boîte. Côté ouest. Puis, deuxième. Même côté. Pas des raptors. Un rythme différent. Ils se levèrent. Armes. Position. Su-yeon, vers le trou d'observation ouest. Regardez. Longtemps. Il y a quelque chose là, dit-il doucement. Mais pas un raptor. Quoi? Bae à côté. Je ne sais pas, dit Su-yeon. Et c'était la première fois que le garçon disait ces mots. Gino s'approcha. Regardait à travers l'interstice. Côté ouest, sombre. Les torches autour du périmètre brûlaient, faiblement, petites. Puis, il vit, tout au bord du périmètre, environ 3 mètres de la torche la plus extérieure. Une silhouette. Pas grande, pas petite, à peu près taille humaine. Mais bon, pas humaine. Proportions différentes. Pas celle-là. Elle s'accroupit,
Le mouvement fluide, flexible. Tourna la tête. Gino vit le profil. Museau allongé. Membres antérieurs courts plaqués contre le corps. Membres postérieurs, longs, puissants. Pas un raptor. Le museau était différent. Plus long, plus étroit. « Qu'est-ce que c'est » dit doucement Bay. Personne ne répondit. La créature était assise. Regardait la cabane. Ne bougeait pas. 1 minute passa. 2, 3. Elle simplement était assise et regardait. Puis, Suyon. Très doucement. Protoceratops. Tout le monde regarda le garçon. Quoi? Dit Bay. Protoceratops. Dinosaure herbivore. Période du Crétacé. Taille comme un grand mouton. Museau allongé. Pattes avant plus courtes que les pattes arrière. Marche à 4 pattes mais a l'air de s'accroupir constamment. Herbivore, dit Gino. Oui? Donc, pas dangereux? Directement? Non, dit Suyon. Mais s'il est effrayé, il mord. Fort, la mâchoire est puissante. Pour ronger des feuilles coriaces. Ah, s'il est ici, les raptors peuvent être proches. Les raptors chassaient les protocératops. Là où il y en a un, les autres peuvent être près. Bay, vers l'arme. Non, dit Gino. On attend. Ils observèrent. La créature se leva lentement, s'approcha de la torche, s'arrêta, renifla l'air, visible au mouvement du museau, puis baissa la tête vers le sol, commença à creuser la neige. Comme le mammouth, herbe sous la neige. Affamé. Herbivore, répéta doucement Gino. Affamé, cherche de la nourriture. Elle n'est pas venue vers nous, elle est venue vers la torche. Chaleur et lumière, comme un papillon de nuit. Un papillon de nuit de la taille d'un mouton, dit Ben. Ouais, confirma Gino. Sans ironie, ils observèrent encore plusieurs minutes. Le protocératops creusait la neige. Trouva quelque chose, mâcha, lentement. Ne regardait pas la cabane, puis leva la tête. Regardait droit vers la fenêtre, comme s'il sentait qu'on l'observait. Une longue seconde, se détourna, retourna dans l'obscurité, disparut derrière les arbres. Silence. « Parti !» dit Suyon. « Parti !» répéta Gino. Bay abaissa le pistolet. Unseo expira, doucement. Suyon écrivait déjà dans le carnet. « Premier animal venu non pour attaquer. » Écrivit. « Venu pour la chaleur. » « C'est important. »« Pourquoi est-ce important ?» demanda Unseo. Le garçon leva les yeux. « Parce que la chaleur n'attire pas seulement les prédateurs, dit-il, et pas seulement les gens. Donc, il y aura de plus en plus d'animaux autour de la cabane, herbivores inclus. Et là où il y a des herbivores, il y a des prédateurs. Silence. Nous sommes devenus le centre de l'écosystème, dit Gino. Oui, dit Suyon. Que ce soit bon ou mauvais, je ne le sais pas encore. S'allongea sur le tapis, ferma les yeux, réfléchit. Gino, près du poêle, ajouta du bois. Centre de l'écosystème, la vie se rassemble autour de la cabane, différente, dangereuse et non. Tous affamés, l'hiver sera long, très long, dehors, -29. Décembre vient seulement de commencer. Regardez le feu, réfléchis, planifiez toujours.